Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique en immersion. Je vous propose de vivre avec moi aujourd'hui l'avant-course du Half Marathon des Sables à Fuerteventura dans les îles Canaries. Je vais avoir le plaisir de suivre tout particulièrement 3 invités, Marine L'Orphelin, Hélène Clout et Major Mouvement, et aussi beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer au fil de cette incroyable semaine. Si vous voulez du rire, des larmes, des rencontres, des guêtres, du sable, des bons conseils, vous êtes au bon endroit. C'est parti. Bonjour, désolé. Bonjour. Hop. Merci. C'est bon? Hop. Ce sera Orly 2, s'il vous plaît. Orly 2. Merci. Senhoras e senhores passageiros, acabamos de aterrar no aeroporto de Fuerteventura. São neste momento 1h, a mesma hora que em Lisboa, e a temperatura é de 21 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto apertado até que o sinal seja desligado. Salut, enchanté. Guillaume, donc. J'ai été spoilé. Vas-y. Ça va? Ouais, toi Le vol? Parti tôt ce matin, mais Bah ouais, j'étais dans le même. ça pique un peu. Mais bon. Ils m'ont fait sortir tout mon sac là, au portique là. J'avais juste des trucs de crème qui restaient, je pensais que c'était que des liquides, tu vois. Et j'avais un petit bout de crème noc et les échantillons de crème. Il me faut tout vider, donc impossible de tout faire rentrer après. Ah merde. Donc j'ai sorti les sacs, bref, la galère. Enfin, c'est des petites galères, c'est des petits problèmes. Bon. Ouais, Toi, t'as pas eu ce problème? Direct. Exactement, ça fait partie du folklore. Et du coup, on est au même hôtel ou pas? Bien. Moi, je suis Playidas, j'imagine que t'es là. Je crois que si. Je pense que oui, il me semble, ce qu'on m'a dit Axel. Mais j'imagine qu'on va au même endroit. A Toi, tu priori. veux qu'on fasse débrief Si on peut se parler, ouais, genre 20 minutes cet après-midi à un moment, tu vois, en mode teasing, pré-course, etc. Et puis après, l'idée, c'est que comme moi je cours aussi, quand on se croise, tu vois, se croiser au moins une fois par jour, idéalement après l'étape, pour se raconter comment ça s'est passé. Carrément. Voilà, l'idée, c'est de te vas pas laisser profiter. moi, Non, mais je pense pas. Genre, t'es pas sur la course. Ça m'étonnerait beaucoup, mais voilà, l'idée, c'est de te laisser profiter et puis d'être là juste ponctuellement. Et puis voilà, avec plaisir, avec plaisir. voilà, l'idée, c'est qu'on passe un bon moment, c'est bienveillant, c'est cool. Enfin voilà. Non, mais très bien. Très bien. Je suis ravi en tout cas. J'ai écouté dans mon bain Ok, quelques ouais. épisodes. Ouais. Ouais. Ouais, c'est moi qui fais ça avec Mathieu, ouais, c'est moi qui produis ça, ouais. Ouais, voilà, bah, du coup, c'est pour ça que ça m'a parlé. Ouais. Ouais, j'en ai Bah, tant écouté mieux. quelques-uns. J'ai pas écouté toute la série, mais à vrai dire. T'as écouté la fin ou pas? T'as écouté j'ai l'UTMB, écouté l'UTMB et du coup, j'en ai écouté quelques-uns avant aussi après. Ouais. Notamment celui avec Dorian à Tahiti. C'est instructif, ouais. Enfin, là, la fin, c'est plus émotionnel, et puis un peu avant, c'est plus pédagogique, donner un peu des clés sur la gestion de la blessure, du stress, etc., l'affûtage et tout. Le format, en tout cas, est assez inédit, quoi. Enfin, il est même carrément inédit. Ouais, c'est chouette. Hello Sunshine. C'est sympa ces courses en février. On se dit que c'est mieux au début qu'à la fin, c'est ça l'idée. Vaut mieux commencer par ça. Lunettes de soleil, ouais. Sympa. Et en fait, Petite mise à l'épreuve de 24 heures avant. Ouais, ça va aller, s'il fait doux comme ça, c'est jouable. Quoi. Je sais pas trop, être trempé par contre en arrivant au bivouac le soir, c'est peut-être pas hyper agréable. Parce que ça va cailler quand même. normalement, il fait beau, ouais. Il a volé. Pas mal. T'es là-bas? Non, c'est avec leur. Ah, ok. Je suis désolée, la voiture, elle est pas couverte. C'est une décapotable? Oula, vaut mieux pas. Vous voulez pas aller devant? Et on part de où demain? Je te pose toutes les questions. Tu sais? Oui, si, je sais. T'as pas le droit de dire? Bah, si, je pense parce que C'est quand le roadbook, on l'a quand? Au contrôle technique. D'accord. Donc tout à l'heure. Enfin, oui, si. Oui, si, de toute façon, c'est sorti sur le site live. Il y a un briefing, quelque chose comme ça ce soir ou pas? Oui, Non? à 18h, il y aura un briefing dans le gymnase. C'est au même endroit que le contrôle technique. Ok. Tous les
participants qui sont là. Et les contrôles techniques, c'est quoi les horaires? Ça finit à 21h. Et c'est déjà ouvert là? Ouais. Donc la remise de dossard, elle se fait là aussi? Oui, okay. C'est ça. Il y a le check des sacs, du certificat médical, et on donne en échange le dossard, la balise et le roadbook. Le matin, c'est quoi les départs? C'est vers 9h? Ça dépend du jour. Ok. 6 mois avant. Je fais de toi un roadbook parlant, t'as vu? Je fais de toi un roadbook parlant. Tu sais qu'il y avait Lucas Papi qui venait aussi? Oui, je savais pas. Je savais pas qu'il était dans les partants. Ouais. Il fait un nombre de courses hallucinant quand même. Ouais. C'est incroyable quoi. Il est à l'UTMB, il fait le Thor, il est là. C'est malade quand même. On voit pas trop les couleurs, là, les nuages sont super bas aujourd'hui, mais... Tu dis ça pour me faire de la peine, c'est ça? Non, ça sera mieux après. Voilà, ça fait rêver, ouais. Où est-ce qu'on va mettre le matelas? Alors dans quelle flaque? J'hésite. Il y a des chauffages individuels non, dans les tentes? Oui. Ok. Il n'y a pas de crise de l'énergie sur Alpha Marathon des Sables? Ouais. Il y en a plein aussi qui, sur le parcours, rencontrent d'autres personnes et font un parcours ouais. avec eux, ça permet aussi de discuter. Oui, c'est clair. Ouais, l'aventure sportive, c'est une des dimensions de l'histoire. Hein. Ouais, c'est pas le. Ouais. C'est pas. Elle est essentielle, elle est centrale, mais c'est pas la totalité du projet. Quoi. Il faut toujours qu'il y ait un truc comme ça, une tempête de sable, de la pluie, un truc. Il y avait du vent à fond là. Ah oui, il y a eu éruption. Il y a eu éruption et je crois qu'il y a eu un vent de ouf. Ouais. On a une technique où on regarde toutes les météos jusqu'à ce qu'on en voit une qui dit c'est pas mal ça. Ouais. Las Playitas, ça sent la mer. Ça sent l'arrivée. Tu peux être plus près là. Hop. Merci. Plaisir. Donc il y a un check-in. Et après, pour les contrôles techniques, c'est loin d'ici? Non, il faudra juste passer entre les deux là. Ouais. Et après, il faut remonter. Et en fait, c'est à côté de la piscine. Il faudra longer. D'accord. Non, mais je te trouve, ouais. Pas de problème. On va trouver. Hop. Merci. 04. Est-ce qu'on se donne un rendez-vous, Marine, ou un truc pour se parler? Vous y allez là? Bah oui, on va aller manger et après on va aller faire le check. Donc vous prenez tout et puis vous allez au resto et vous enchaînez? Ouais. Donc alors, je sais pas où c'est, mais on se retrouve au resto là, dans une crêpe? Ok, cool, à toutes. Ok, cool. C'est bon pour vous? Ouais. C'est c'est quasiment bon. Je pense pas que j'ai signé encore là. Hop. Ouais, mais simplement ici, en fait, c'est vraiment le formulaire. Ici, ouais. Et donc après, je vais récupérer le dossard, la puce, et on est bon. Le certificat médical, ouais, vous l'avez bien. J'ai tout. Voilà, donc là. Et je vous rends vraiment votre stylo, c'est fort. C'est gentil. Merci. Et on attend les prêts. Ouais, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, hello. Hop, je vous donne ça? Oui. What do you need? Est-ce que je peux prendre les passeports? Oui, bien sûr. Bravo. 10 sur 10. Hop, super. Tenez. You hear me? Ok, perfect. Bonjour à tous. Alors, mon prénom n'est pas Hermine. Si c'est un prénom que vous avez découvert, c'est le nom de l'ouragan qui est en train de frapper les îles Canaries. Moi, mon prénom, c'est Cyril. Et j'ai la responsabilité de cette charmante course qu'est le HMDS. Et comme vous avez pu le remarquer, les conditions climatiques sont complètement extraordinaires et je vais vous en dire quelques mots. Alors ma première question déjà est de savoir, est-ce que vous allez bien? Alors vous irez encore mieux quand je vous aurai parlé un petit peu. Ok, donc vous allez vivre une édition du HMDS qui sera de toute façon complètement inédite et incroyable, car les conditions météo vont nous obliger à adapter cette course, mais il y aura bien une course. On vous a confié au contrôle technique un roadbook. Ne passez pas trop de temps à le lire ou à l'apprendre parce que beaucoup de choses vont changer.
La première information importante, c'est qu'on va laisser cette pluie s'en aller, on va la laisser tomber et on va repousser le départ à mardi matin. Ok, alors on a en plus de la chance que notre partenaire Playitas ne nous jette pas dehors, donc vous allez pouvoir savourer l'hôtel, avoir un dîner supplémentaire, évidemment qui sera à notre charge, et ça va vous permettre de parfaitement vous reposer. Parce que ne vous trompez pas, ce qui vous attend, ça va être du sport et ça va être typiquement HMDS, donc prenez l'énergie, ne buvez pas trop de bière, ne vous relâchez pas trop, et je vais vous en dire un tout petit peu plus après la traduction. Alors la chose importante, c'est que quand on organise une course, on a toujours un plan A et un plan B. Le plan B ne fonctionne plus parce que l'île est submergée par les eaux et donc il faut qu'on attende que ça s'évacue pour courir dans de bonnes conditions. Il faut savoir que notre priorité, c'est la sécurité des coureurs. En aucun cas, nous ne faisons partir un événement si nous ne sommes pas garantis de votre sécurité. Donc mardi, vous partirez dans de bonnes conditions. Nous allons mettre en place le plan C, le plan D, même le plan E s'il le faut, pour que ça se passe en parfaite condition et que vous retrouviez exactement l'émotion que vous êtes venu chercher sur le HMDS. Ok, actuellement, on a plus de 50 personnes sur les itinéraires qui sont partout dans l'île pour repérer les nouveaux itinéraires que nous allons mettre au point. Nous allons travailler toute la nuit, évidemment, et jusqu'à demain. Et à 17h demain, on refera un briefing où là, je pourrai vous donner en détail comment va se dérouler la course. Vous comprendrez bien que le but est de l'adapter au milieu. Donc, on ne parlera pas en kilomètres, mais en temps passé, parce que le sable, par certains endroits, est devenu de la boue. Donc, on va voir l'évolution du terrain. Et le plus important pour nous, c'est vous faire découvrir toute la potentialité de cette île et de sa beauté. Et vous aurez la chance d'avoir connu le seul HMDS à ce jour avec de la pluie et avec du soleil. Ok, et pour finir, je vais vous remercier par avance de votre capacité d'adaptation parce que beaucoup pourraient se dire sur les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui, on pourrait ne pas faire l'événement, ce qui pour nous est hors de question parce qu'on veut vraiment vous faire vivre ces moments incroyables. Vous ne m'en voudrez pas, il y aura des adaptations, il faudra qu'on trouve des solutions, on va être très créatif comme on sait le faire sur nos différentes éditions. Et de toute façon, demain, 17h, on vous donnera tous les détails de la sécurité de la course aux itinéraires pour que vous puissiez vivre la course que vous êtes venu chercher. Elle revient. T'es venu avec ta tourterelle en fait, tu nous as pas dit. Ta tourterelle porte-bonheur, elle va te suivre pour tout le half marathon des sables. Allez, on est parti ? On est parti. Salut Marine. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans cet épisode hors série de course épique qui est consacré au half marathon des sables. On enregistre à Fuerteventura. On est dans un cadre qui est pas désagréable, on peut le dire. Plutôt. On a même ajouté un petit peu de piment et de plaisir surtout à cette interview puisqu'on a les pieds dans l'eau. Ouais. Et c'est pas mal. Ouais, j'ai de la chance. Faudrait qu'on fasse un petit bruit d'eau peut-être pour montrer que c'est vrai. Allez. Hop. Il y a un bruit d'eau. Ah, j'ai été bien accueillie sur ce half marathon des sables. En effet, j'ai une très belle chambre avec la vue là sur les collines et les roches volcaniques la mer des Canaries. À gauche, donc la colline en face. La mer sublime. Pas mal. Est-ce que tes valises sont restées à Lisbonne ou est-ce que tout est arrivé à bon port ? Non, tout est arrivé. Donc t'as ta tenue, t'as tout ce qu'il faut, t'es prête. Ouais. Marine, des présentations, t'en as fait 50 000 jusqu'à maintenant de toi. Je demandais juste une présentation hyper synthétique en 3 dates ou 3 moments ou périodes phares de ta vie. Ah, c'est marrant. 3 dates ou 3 moments de ma vie. Je dirais quand même peut-être le mois de juin 2012. Juin 2012 parce que c'est le mois où en fait je valide ma première année de médecine, donc où je me dis ça y est, je suis lancée dans ce cursus et c'est cool et c'est quand même un gros soulagement et aussi une réussite perso. Et c'est aussi le mois où je me présente à mon premier casting de Miss
Et donc c'est ce casting qui va lancer aussi toute l'aventure et un gros changement dans ma vie quand même parce que ça a changé. Ça bouscule un peu les plans initiaux. Ouais, ça a complètement bousculé ma vie. Une autre date, je sais pas, peut-être 2014, juillet 2014. Ah, ça se passe beaucoup en été en fait, je suis en train de me dire. Juillet 2014 parce que c'est la date aussi où j'ai rencontré mon compagnon qui partage ma vie aujourd'hui et qui a bouleversé ma vie aussi forcément, hein, mais qui a fait qu'aujourd'hui je vis en Nouvelle-Calédonie avec lui et on a un mode de vie qui est complètement différent. On a fait plein de voyages aussi ensemble, on partage beaucoup de sports ensemble. Donc voilà, c'est quand même une date importante aussi dans ma vie. Et après, quoi te dire, je sais pas, peut-être l'année 2022 quand même, actuelle, parce que ça a été une année riche en projets, en réussite aussi. J'ai validé enfin mon internat, donc ça y est, j'ai fini mes études, je suis médecin généraliste. Donc ouais, aussi à la fin d'un marathon. Voilà, on peut le dire. Ah, on est même au bord de l'ultra là. Voilà, oui, là on est au bord de l'ultra, c'est clair. 10 ans plus tard. Donc ouais, très contente aussi d'avoir terminé cette année. Et puis du coup, plein de belles choses aussi, plein de projets. La Team Orange Running qui me propose de partir sur ce half marathon des sables. Et je me dis, allez, c'est parti, où je commence à me lancer en fait des défis que j'avais en tête depuis longtemps, mais où je me suis dit, je peux enfin les réaliser, quoi. J'ai enfin le temps d'aller vivre des expériences. Les conditions étaient toutes réunies pour que tu Exactement. sois là aujourd'hui. Ouais. Si on prend la machine à remonter le temps, une petite DeLorean, est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes jeunes années? Est-ce que tu es issu d'un environnement qui était très porté vers le sport? Est-ce que c'est un goût que tu as développé avec le temps? Ouais, je peux dire que le sport, ça fait vraiment partie de ma vie, hein. Et mes parents le confirmeraient. Depuis toute petite, je suis une passionnée de sport. J'ai fait de la gymnastique pendant plus de 10 ans. J'ai fait de l'athlétisme en parallèle. Et puis après, je me suis consacrée à l'athlé aussi. Pendant 5 ans, je crois. Je jouais au foot avec mes potes de l'époque. J'expérimentais un peu tous les sports, toutes les sensations fortes, tout ce que je pouvais faire facilement. Après, je viens pas d'une famille non plus issue de grands sportifs, hein. Je veux dire, mon père, j'ai toujours vu mon père courir. Donc ça, c'est vrai que j'ai commencé à partager un peu la course à pied avec lui. Ma mère, pas très sportive par contre. Au contraire, j'essaie de la booster à reprendre. Et ouais, c'est vraiment, c'est marrant, je sais pas pourquoi, c'est vraiment une passion en fait. Les gens peuvent le voir comme une manière de s'entretenir physiquement ou du lien social. Et moi, c'est plein de choses en fait. Pour moi, le sport, c'est vraiment un ensemble de bienfaits, tout ce que ça m'apporte. Et du coup, ça a toujours fait partie de ma vie. À part quand je me suis lancée dans les études de médecine, j'ai fait une petite pause pendant 2 ans et après j'ai repris parce que ça manquait trop, quoi. Voilà, après, ça a pris de l'ampleur avec des projets pro, des expériences comme celle-ci. Mais voilà, à la base, c'est vraiment... En tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai plus envie de mettre de côté dans ma vie, quoi. C'est vraiment un essentiel de mon quotidien. Ça va répondre un peu à la question que je vais te poser juste après. Si on se focus plus particulièrement sur la course à pied, elle est à quelle place aujourd'hui dans ta vie? Est-ce qu'elle est vraiment structurante? Est-ce que c'est complémentaire et ça fait partie d'un tout? Ou est-ce qu'elle est très annexe et c'est un loisir, un à côté mineur? La course à pied, elle a toujours fait partie de ma vie, même s'il y avait des moments où vraiment j'étais régulière, où je pratiquais et où je prenais du plaisir, et des moments où j'arrêtais un petit peu, par manque de temps ou par manque d'objectifs. Et aujourd'hui, c'est vrai, je pense que d'avoir rejoint quand même la Team Orange Running, ça m'a vraiment donné envie d'être plus assidue, de comprendre aussi un peu plus comment ça marche finalement, de me faire coacher, accompagner et donc du coup de progresser aussi. J'avais jamais eu vraiment d'objectif avant sur la course à pied. C'était vraiment plus du kiff et de temps en temps, tu vois, un petit 10 km, un 20 km, voilà. Et là, vraiment, je prends beaucoup plus de plaisir parce que je progresse et parce que j'ai découvert aussi le trail il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est un super beau moyen de découvrir la nature, des paysages extraordinaires. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, ça me facilite aussi... de vivre en Nouvelle-Calédonie, ça me facilite l'accès justement au trail parce qu'on a plein de chemins de rando magnifiques. Et du coup, ça me permet de découvrir l'île aussi.
Est-ce qu'au-delà du plaisir, est-ce que tu as une âme un peu compétitrice ou joueuse? Est-ce que le fait d'avoir un dossard ou être dans un cadre, tu vois, avec des chronos, etc., est-ce que ça influence aussi ton engagement? Est-ce que ça te drive aussi, ce petit côté-là? Est-ce que ça crée une émulation additionnelle? Ben là, j'ai l'impression de revenir à mes années lycée, tu vois, où je faisais de l'athlé en club et où du coup je faisais des compètes et où j'aimais ça, hein. Franchement, ouais, j'ai toujours été une compétitrice dans le sport. Et voilà, ces dernières années, j'avais un peu... je pratiquais vraiment pour le plaisir et sans mettre d'objectif particulier. Mais là, ça revient un peu. Tu vois, je suis un peu titillée là. Au jeu. Ouais, je me prends au jeu. Et le fait d'être avec voilà, plein d'autres coureurs depuis hier et d'échanger, de partager un peu sur la prépa, tu vois, se questionner un peu sur notre niveau, sur comment on appréhende la course. En fait, je me dis, franchement, j'ai envie de les dépasser. Allez, podium. Allez, Marie, mon annonce, c'est podium, c'est l'objectif. Bah non, mais je sais que ça ne sera pas podium. Mais en fait, c'est marrant parce que ça réactive, tu vois, la compétitrice que j'avais un peu mise de côté. Disons que j'ai dû être, on va dire, un peu compétitrice dans mes études parce qu'il y a un moment, il fallait que je me donne à fond et que j'ai envie aussi de réussir, tu vois, par rapport aux autres. Enfin, j'ai passé 2 concours dans mes études de médecine, donc il y avait toujours un peu ce challenge, tu vois, par rapport aux autres. Et là, là, je sens que ça revient et... C'est grisant quand même. Ouais, c'est grisant. Franchement, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression d'avoir 15 ans et de revenir à mes amours de jeunesse où en fait j'avais envie de me dépasser et puis de faire des résultats. Ça a été quoi ta plus belle émotion sportive jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as un souvenir particulier d'une expérience, qu'elle soit course à pied ou autre, mais en lien avec le sport en tout cas, qui t'a particulièrement marqué? C'est une bonne question. Oui, quand je repense à la compète, là forcément, je repense à des championnats de France que j'avais fait en équipe. Je devais avoir 16 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. Donc en équipe, donc avec mes collègues de l'athlé. Et on avait fini 2e. Et du coup, on avait fait un podium. Enfin voilà, donc je me rappelle les émotions, le partage avec toute l'équipe. Voilà, c'était magique. Et après, oui, j'ai eu plein de belles émotions avec le sport. Moi, je le pratique beaucoup avec mon compagnon. Et en vrai, on passe de super moments aussi à faire du kite, du coup, naviguer au milieu des tortues, des coraux. C'est sublime aussi. Franchement, j'en ai pris plein les yeux en kitesurf aussi. Dans les îles, surtout en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est présentée l'opportunité de venir au Half Marathon des Sables? Est-ce que toi, tu es venu y chercher? L'opportunité s'est présentée grâce à la Team Orange Running, même si d'ailleurs, je me rappelle avoir été invitée quand même par l'organisation du Half l'année précédente. Ok. Donc en fait, j'avais déjà un petit contact avec l'orga et j'avais dû décliner par contrainte de planning. Vraiment, c'était à contre-cœur, mais je pouvais vraiment pas me libérer. Et du coup, je suis rentrée dans la Team Orange Running. Là, ça va faire quoi? Ça va faire plus d'1 an, 1 an et demi. Et l'objectif de cette team, c'était justement de partager des moments autour du running. Donc voilà, de s'encourager aussi à pratiquer et d'évoluer dans notre pratique, dans le but final de courir le marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc on a quand même un sacré objectif au bout. Et du coup, voilà, via l'équipe, en fait, on a accès à des événements comme celui-ci, de très belles courses, où on peut être accompagné dans l'organisation. Ils nous facilitent vraiment toute la logistique, l'accès au dossard. Voilà, donc c'est vrai que dans ces conditions-là, c'est idéal finalement de participer comme ça avec une équipe où ils s'occupent de tout. Franchement, donc forcément, oui, quand ils ont proposé le Half Marathon des Sables, c'était il y a, je pense, 8-9 mois. J'ai accepté tout de suite. J'ai bloqué la semaine dans l'agenda. L'idée de ce défi à étapes aussi, d'autosuffisance alimentaire, c'est des choses qui te titillent beaucoup. En fait, vraiment là, je suis dans un moment de ma vie où j'ai envie de vivre des expériences extraordinaires. J'ai pas encore d'enfants, ce qui me permet quand même d'être un peu plus libre et de voyager plus facilement, d'avoir un peu moins de contraintes, je dirais. Et c'est beaucoup de
beaucoup d'expériences que j'ai dû refuser à cause de mes études et de mon planning qui était un peu surchargé. Et aujourd'hui, voilà, je peux le faire. Donc j'accepte un peu tout ce que je peux. Et... Tu vis ta meilleure vie en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, je vis un peu ma meilleure vie, franchement, très sincèrement, je vis un peu ma meilleure vie. Je suis très heureuse du coup là, voilà, à peine 30 ans d'en être là. Et oui, c'est vrai que l'épreuve en elle-même m'a interpellée parce que je me suis dit, voilà, c'est dans le désert, dans des paysages sublimes mais en même temps difficiles. Et l'autosuffisance alimentaire, le fait de dormir dans un camp, dans le désert, pour moi tout est réuni pour vivre une vraie aventure. Vraie dans la souffrance, dans les émotions, dans le partage. Voilà, authentique, c'est le mot que je cherchais. La phase de préparation, c'est un exercice que tu aimes bien? Est-ce que tu es plutôt studieuse dans ce cadre-là? Est-ce que vraiment tu déroges pas du programme qui est placardé sur ton frigo et tu le fais à la lettre près ou en tout cas à la minute près? Ou est-ce que tu t'accordes un peu de liberté? Est-ce que c'est parfois contraignant et tu as du mal à te tenir aux séances que tu devrais en théorie faire? Je me suis préparée sur les 6 derniers mois pour donc déjà un semi-marathon parce que je n'avais jamais couru de semi-marathon, donc j'ai fait le semi-marathon de Nouméa fin août. Et donc dans la suite logique, le half marathon des sables. Et c'est la première fois effectivement que je suis aussi assidue à une préparation. Et d'ailleurs, pour être assidue, j'ai décidé de me faire coacher. Parce qu'en fait, on ne sait pas tout. Et puis parce qu'on n'est pas toujours capable de se pousser aussi dans nos retranchements. Et moi, je le voyais bien parce qu'on va dire que j'ai une bonne condition physique et des facilités, on va dire, dans le sport en général. Donc j'ai tendance un peu à me reposer sur mes lauriers et à me dire non, bon, tranquille. Ça va, tu gères, tranquille. Et finalement, le fait d'avoir pris un coach m'a transformée. Aujourd'hui, j'ai gagné en capacité physique énormément. Même au niveau mental, ça m'a transformée aussi. Parce que... C'est une question que j'allais te poser. Comment tu te diagnostiques? Est-ce que tu es quelqu'un qui est très déterminé? Tu penses qu'une partie de ce qui nous attend là, dans les jours qui arrivent va quand même beaucoup se jouer au mental au-delà des aptitudes physiques? Est-ce que c'est un terrain sur lequel tu te sens naturellement doué ou en tout cas avoir des capacités de résistance et de résilience marquées? Alors, tu les as développées justement au contact de ton coach? Ouais, je suis plutôt quelqu'un de très sensible, émotive et... Je me laisse facilement déborder par mes émotions. Donc je sais que je peux facilement craquer, mais craquer au niveau émotionnel. Donc, je sais pas, pleurer, crier, tout ce que tu veux. Enfin, en tout cas, extérioriser. Par contre, au niveau mental, si je décide d'aller au bout de quelque chose, et c'est valable dans tous les domaines de ma vie, je vais tout faire pour y arriver. Et donc, sauf blessure et contrainte d'abandon, j'irai au bout. J'irai au bout quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que ma préparation avec mon coach a renforcé ce mental. Parce que sur la course à pied, je trouve qu'il y a quand même une vraie difficulté mentale à se dépasser. Parce qu'au début, c'est super dur. La course à pied, quand on commence ou quand on s'y remet de manière un peu plus intense, ingrat, le début, ouais. Ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Et en plus, si tu y vas toute seule ou... Voilà, si t'es pas accompagné, tu peux vite te laisser aller et te dire bon, c'est bon, j'abandonne ou je reste à ce niveau-là parce que c'est trop dur. Et le fait d'avoir ce coach m'a vraiment aidé à me dépasser et à renforcer du coup mon mental. Et aujourd'hui, je me sens effectivement beaucoup plus forte pour affronter l'épreuve. Mais d'une manière générale, j'ai quand même cette niaque. J'aime pas perdre en fait, tu vois. En fait, j'aime pas perdre. Là, je le vois pas comme... là, je vise pas la gagne. Pour moi, la gagne, c'est d'aller au bout. Donc, j'abandonnerai pas. Tu as fait des jeux de société hier, je crois. T'as gagné ou t'as perdu? Non, j'ai pas fait moi. T'as pas fait toi, d'accord. Non, okay, j'ai pas fait les jeux de société. Okay. Mais aux jeux de société, je déteste perdre. Tu balances le plateau? Monopoly, oui. Je déteste le Monopoly. Ça m'énerve votre jeu. Comme à tout LC. Non, mais en fait, c'est drôle. Enfin, mes proches le savent très bien et d'ailleurs, ils me titillent beaucoup là-dessus. À chaque fois que je dis « Oh, c'est une soirée de jeux de société », ils me disent « T'es sûr ?» Ça dérape, vraiment, parce forcément. que ça peut partir très loin. Ouais, j'ai cet état d'esprit un peu compétitrice et voilà, ça fait partie de mon caractère. Il y a une rubrique habituelle dans le podcast qui s'appelle la basket chinoise, dans laquelle je demande à mon invité quel est le personnage fictif auquel il s'identifierait. Donc là, j'ai fait une version un peu spécifique. D'accord. Et je vais te guider dans ça, okay. Avec des personnages qui sont en lien avec le désert et le sable. Okay. Donc voilà, l'idée c'est de se dire dans quelle disposition toi tu imagines vivre, en tout cas comme quel personnage tu vivrais ce qui t'attend au half marathon des sables. Donc est-ce que tu penses le vivre plutôt en mode Mad Max, t'es pas là pour rigoler et t'es là pour vraiment donner le meilleur? Est-ce que tu te vois plutôt très détendue et plutôt déconnante comme pourrait l'être numéro bis qui est Jamel dans Astérix et Mission Cléopâtre?
Est-ce que ce serait plutôt un peu tête en l'air comme les Dupont, un peu gaffeuse, étourdie, ou plutôt comme Laurence d'Arabie, très en sérénité dans ton terrain, d'appréhender les choses avec beaucoup de sagesse et de recul? Souvent les gens me mélangent des trucs. Je ne veux pas orienter, mais souvent c'est très rare qu'on me dise pas deux trucs. Moi je serais numéro bis, parce que j'ai envie de vivre l'aventure humaine avant tout. Mon aventure c'est d'aller au bout, mais l'aventure pour moi elle est belle quand elle est partagée. Donc j'ai envie de créer des souvenirs avec tous les participants et j'ai envie d'échanger et qu'on s'entraide et qu'on se pousse pour aller plus loin. Et en même temps un peu Laurence d'Arabie dans le sens où maintenant j'ai appris à me connaître et à m'écouter. Voilà. Donc je vais me donner à fond, mais si je sens que j'ai besoin de ralentir la cadence, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de me poser pour récupérer des forces, je vais le faire. Le plan il ne s'est pas tout à fait déroulé sans accroc puisqu'on va devoir décaler le départ de 24 heures. Donc là on va découvrir à quelle sauce on va être mangé ce soir et l'organisation. Il est possible qu'il y ait une journée qui saute au passage, les parcours ne seront pas les mêmes. Enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est une source d'inquiétude pour toi ou est-ce que tu vis ça avec philosophie et puis cette journée bonus finalement de repos à l'hôtel et de décalage de départ, tu l'as mise à profit et tu composes avec ça sans problème? Oui, je vis cette journée en effet avec recul. Je trouve que c'est plutôt bénéfique, en tout cas pour moi. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur ce point. Il y a certains concurrents qui sont un peu dégoûtés de ne pas être partis aujourd'hui parce qu'ils se sentaient prêts. Mais nous, on est arrivés quand même un peu juste. On est passé entre les mailles du filet, on était dans le même avion, on a quand même eu de la chance. Parce qu'il y a plein de gens qui sont encore à Madrid là au moment où Exactement, on est arrivé un peu juste au niveau de la météo, c'était un peu limite. Vraiment, il pleuvait énormément. Moi, je ne me voyais pas partir dans la course dans ces conditions de pluie extrême, de vent, de boue. En fait, pour le coup, c'est pas comme ça que j'avais prévu mon aventure. Donc ça m'a un peu déstabilisée. Et vraiment, j'ai eu peur de partir dans ces conditions. Et le fait du coup de décaler, par contre, ça m'a pas du tout déstabilisée parce que je me suis dit, en fait, c'est pour le meilleur. Et aussi d'avoir cette journée effectivement de repos, d'acclimatation. Parce qu'il fait quand même chaud, c'est humide, je trouve que ça peut être que du bonus. On va rentrer un peu dans les détails pratiques de la course maintenant. La question chiffrée de cet épisode, le poids de ton sac, est-ce que tu le connais? Non, je ne l'ai pas encore pesé. Et je ne sais pas si c'est intéressant de le peser parce que... Enfin, c'est intéressant pour communiquer, allez, ça fait parler. Mais limite, je ne sais pas si j'ai envie de savoir en fait combien j'ai sur le dos. Je préfère le découvrir. Quoi qu'il arrive, je le porterai de toute façon. Donc... Est-ce que tu t'es prévu un petit truc inattendu dans ton sac? Est-ce que tu as un petit plaisir coupable? Oui, j'ai un petit plaisir coupable. J'ai de la mousse au chocolat. Pas mal. Ouais, parce que j'adore le chocolat. Lyophilisé. Ouais, lyophilisé du coup. Ouais. Et après, mon petit gris-gris, c'est mon collier qui est Saint-Christophe, qui est le prénom de mon compagnon et qui est du coup le protecteur des voyageurs. Donc ça marche aussi pour les trailers. Ouais, je trouve qu'on est dans le thème. Le lyophilisé qui fait le plus envie, à part la mousse au chocolat? T'as été exotique dans tes choix? Non, j'ai pas des trucs très exotiques. J'ai du porc au caramel. Pas mal. Ça, je me dis, tu vois, la petite touche sucrée-salée, ça peut faire plaisir. C'est pas mal, ouais. On voit que les conditions sont très favorables aujourd'hui et que tu es dans les meilleures dispositions. Est-ce qu'il y a malgré tout une source d'appréhension particulière à l'approche de la course? Il y a quelque chose dont tu te méfies un peu plus? Oui, alors j'ai une appréhension parce que j'ai tendance à faire beaucoup d'ampoules. Et j'ai réussi à trouver deux, trois astuces pour essayer de limiter, on va dire, l'apparition de ces ampoules. Et donc je sais que voilà, sur cette longue distance, avec le sable et tout, ça a tendance vraiment à favoriser les ampoules. Donc pour le coup, c'est une petite source d'inquiétude où je me dis, j'espère vraiment que je ne vais pas avoir les 2 pieds remplis d'ampoules parce que ça risque d'être vraiment dur au niveau de la douleur. Et après, non, appréhension... Si, sur le 60 quand même un petit peu, franchement, la distance est quand même énorme, avec du dénivelé sur du sable. Donc forcément j'ai un peu d'appréhension quand même sur cette distance-là. Et peut-être un peu aussi sur le sommeil, parce que j'ai un sommeil compliqué. Moi, j'aime bien dormir dans le silence, dans le noir. Okay. Voilà. Et tu as pris ton matelas massage hydraulique, etc. avec des comptines qui te sont chantées et puis ton oreiller en plume. Non, mais j'ai un matelas, j'ai pris des boules caisses et j'ai pris de quoi me couvrir les yeux aussi. Donc les nuits, ça lance un peu compliqué a priori. Peut-être la fatigue, même quand tu es fatigué, ça va aller. Je sais que c'est ça qui peut jouer un peu. Voilà, c'est mes pieds, clairement, les ampoules, le sommeil
et quand même sur la longue de voir un peu comment je vais tenir physiquement. Mais là aussi, c'est grisant aussi un peu de découvrir ça et de sortir un peu des sentiers battus. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai trop hâte. Parce que c'est la première fois pour toi, du coup, sur une Moi, j'ai jamais fait de format à étape comme ça et j'ai jamais couru plus de 50 km. Donc, j'espère qu'on aura une course. J'ai peur que l'étape soit réduite, qu'on n'ait pas de journée de repos, qu'on n'ait pas de journée 3, qu'on ait vraiment 3 jours avec 3 jours de course et la distance un peu réduite sur celle du milieu. J'ai peur que ce soit ça qui se passe. Qu'on ait 30, 40, 30, ou c'est ça. Ouais, 3 étapes. Je sais pas. Si j'avais une boule de cristal, c'est ça que je dirais en tout cas. Mais peut-être, ouais. Oui, t'as peut-être raison. Oui, c'est vrai. Donc, je serais déçu. J'avoue que j'aimerais bien, tu vois, je suis aussi là pour me dépasser, aller un peu plus loin et j'y tiens aussi, même si je l'appréhende. Ça me ferait plaisir d'avoir un peu, de repousser un peu les limites aussi avec. Oui, je partage complètement ton envie de te dépasser et de découvrir justement ce stade où t'en peux plus, mais où la tête tient, quoi. Et normalement. Normalement. C'est l'idée. Ouais, mais c'est l'idée, on est là pour ça. J'espère que je vais pas m'effondrer. J'espère qu'on va pas se porter un mauvais œil en disant ça là. Donc là, cette nuit, on peut s'attendre à ce que tu aies une nuit apaisée et sereine, ou est-ce que tu es un peu nerveuse quand il y a à l'approche des rendez-vous comme cela? Je suis toujours un peu nerveuse quand il y a un rendez-vous important, une réunion, un avion, une présentation pour un projet. Je suis toujours un peu nerveuse. En fait, je sais que je vais me réveiller genre 1 heure avant le réveil, quoi. Ok, pratique. Et que je vais avoir du mal à m'endormir du coup, parce que je vais me dire « Ouh là là, c'est aujourd'hui !» Donc du coup, je vais essayer de me coucher un peu plus tôt pour grappiller cette petite heure-là sur la nuit. Voilà. J'ai une question traditionnelle dans ces formats en immersion sur les courses. Je fais une petite time capsule, donc en fait je vais figer là maintenant avec toi une question qui va être de savoir comment tu t'attends, enfin ce que tu espères vivre avec ce Half Marathon des Sables. Et puis on va se donner rendez-vous dans 4 jours et puis on va réécouter pour voir si ça s'est vérifié, si la réalité des choses a été à la hauteur ou au-delà ou en deçà de ce que tu imaginais. Donc voilà, qu'est-ce que tu espères vivre ici dans les prochains jours? J'espère vivre une belle aventure humaine, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse en priorité. Et j'espère me découvrir une autre facette de moi, encore plus combative, je dirais. Verdict dans 4 jours, je l'espère. Avant-dernière question, tu partages cet épisode de podcast avec Hélène, qui est une coureuse amatrice, qui se lance. C'est une grande marche pour elle, en tout cas, une grande marche en avant, en tout cas pour elle, de se lancer sur ce type de défi. Donc elle va expérimenter ça. Elle a réussi à convaincre son mari et des copains de partir dans cette aventure. Génial. Donc c'est très nouveau pour elle. Donc ça va être intéressant de la suivre aussi. Il y a aussi Major Mouvement qui sera là. Est-ce que tu aurais un mot à partager avec eux? Écoute, que chacun trouve ce qu'il cherche dans cette aventure, parce que je pense c'est très personnel. Donc je leur souhaite tout simplement de vivre une belle aventure à leur image, qui trouvent ce qu'ils sont venus chercher. Et j'espère aussi partager un moment avec eux. Il faut que je te présente Hélène, tu ne l'as pas connue, je ne te l'ai pas encore présentée, donc effectivement, ça sera aussi un chouette moment de la rencontrer. Je leur envoie en tout cas plein de courage. Après, je sais que Major Mouvement, pour le connaître déjà un petit peu et pour avoir échangé avec lui sur certaines épreuves qu'il a déjà traversées, enfin épreuves sportives qu'il a déjà traversées, je sais qu'il lâchera rien et qu'il va se donner à fond. Mais voilà, on peut toujours avoir besoin des autres, et en tout cas, je serai là s'ils en ont besoin, que ce soit Hélène ou Major. Message reçu, ils peuvent compter sur toi. Tout à fait. Dernière question pour toi, Marine. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais couper le micro dans 30 secondes. C'est quoi ce que tu fais juste après? Là, juste après, je pense qu'on va aller déjeuner. Oui, c'est l'heure. Je viens de voir sur ta montre qu'il est 1h08. Oui, voilà. Il est 9 maintenant. On va aller déjeuner parce qu'on va essayer on essaye d'éviter les périodes de jeûne sur les jours précédant la course, parce que sinon ça puise dans les réserves. Donc voilà. Et puis on va se faire plaisir aussi. C'est le moment. Et puis après, cet après-midi, du coup, je vais finaliser mon sac. De 17 kilos. J'espère 8 de mousse au chocolat. On verra. Peut-être que je le pèserai quand même. Comme ça, je pourrais te donner une info. Si tu veux, je l'ai avec moi là. Et voilà, et finir la journée tranquillement, reposante, peut-être aller marcher un peu en fin de journée. Parce qu'on se lève tôt demain. Initialement, on aurait dû se lever à 5h30, mais j'imagine que ça va être à peu près dans les mêmes eaux, même si le programme a changé. Donc, il faudra aller au lit pas trop tard non plus. Merci du conseil, Guillaume. T'as vu merci. Franchement, tu n'aurais pas pensé sans moi, je pense. Je suis vraiment content d'être là pour toi. Non, mais merci, vraiment. On est une grande famille, quoi. Exactement, tu as vu la solidarité. C'est un très bel exemple. Merci Marine, en tout cas, je suis ravie de te suivre pendant les prochains jours. On aura l'occasion d'échanger sur les différentes étapes. Ça va être une belle aventure. Avec grand plaisir. Et puis même si on partage un bout d'étapes et de souffrance ensemble. Souffrons ensemble, avec plaisir. Avec plaisir, voilà, c'est ça. Souffrons avec plaisir. Moins pénible au soleil, comme dirait Aznavour. Exactement. Salut Marine, merci. Merci.
Salut, ça va? Faudrait que je te croise tout à l'heure pour les histoires de laisser sous le matos, etc. Tu sais, entre les étapes. Ouais, ça marche. Ok, bon, on a le temps de s'en reparler. Bonne journée, à tout à l'heure. Tu le cours, toi? Et je le cours, ouais. En fait, je m'étais inscrit il y a 1 an et puis je me suis dit que c'était dommage d'être là et pas faire une émission, tu vois. Et donc voilà, donc j'en profite. Hop, 2, ouais, c'est ça. Merci, Hugo. Attends, en droite, forcément. Toi, t'es une chambre solo? Non, je suis avec mes potes. Vous êtes plein? Vous êtes plus que 2? Non, mais 2. 2? Ok, tiens, vas-y, si tu veux passer, je prends mon café derrière. Hop, on va se poser sur la table, je pense que ce sera le plus cool. Salut Grégoire, je suis très heureux de te recevoir dans cet épisode de Course épique en immersion à Fuerteventura. On est pas mal là? On est pas mal pour un deuxième enregistrement parce que finalement, Ouais. on est sur... Non, je déconne. Ah oui, un oubli d'enregistrement d'appuyer sur le classique. bouton rec. Mais Classique. quand on s'en rend compte au bout d'1 minute 32, Ouais, c'est mieux. un peu sur la gênance, on est à un niveau un peu moins. On est à 20% On de m'a gênance. raconté une histoire où le mec interviewait Maria Carey pendant 1h30 d'interview et elle a dû tout refaire parce qu'ils n'avaient pas enregistré. Ah, elle devait être de bonne humeur. Ouais. Parce que je crois que de base, elle est facile en plus, donc elle a dû vraiment apprécier. Bah écoute, là on est dans ta chambre d'hôtel, il y a un petit côté Maria Carey quand je vois l'univers dans lequel tu m'accueilles. C'est du grand luxe. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé ton arrivée ici? Mon arrivée ici s'est super bien passée. En vrai, bah, tu disais dans le premier enregistrement qu'on n'avait pas le rideau de pluie et que c'était pas plus mal. Tu sais que je crois que mon corps est plutôt content qu'on ait un jour de récup en plus. Ouais, il tombe bien finalement. Ah ouais, je suis arrivé ici à Forcé avec une dette de fatigue, mais vraiment. Et là, je dors 14 heures par jour depuis que je suis arrivé. Trop de boulot? Ouais, trop de boulot. Trop de boulot où depuis la rentrée, je suis à fond sur la promo du livre, Ouais. ce qui est génial. Ouais. Mais vraiment, je rogne sur ma qualité de sommeil, sur ma quantité de sommeil et surtout, c'est assez marrant, ça va parler aux gens sur la fatigue du système neurocentral. Pour moi, le meilleur exemple que je peux donner sur une fatigue du système neurocentral, c'est le décalage horaire et l'avion. En gros, tu as été là, tu as été assis, et ma foi, t'as pas fait beaucoup plus d'activités, mais quand tu sors de l'avion, t'es un peu en mode je sais pas ce que j'ai, je réfléchis à 2 à l'heure, j'ai du mal à prendre des décisions, je suis fatigué, et je sais pas trop pourquoi. Bah, c'est ça. En fait, c'est quand tu sursatures ton cerveau d'informations, bah, quand t'es dans l'avion, c'est le réacteur, c'est la pression, c'est un peu de peur, un peu d'angoisse, un peu de changement, un peu de jet lag, tout ce que tu veux. Plus de la fatigue liée, ça c'est encore autre chose, mais au décalage de ton alimentation, fait que ton cerveau il est un peu vaseux. Bah là, comme j'enchaîne 1 mois et demi de boulot vraiment intense, en gros, il n'y a pas de secret. Le meilleur moyen pour récupérer de la fatigue neurocentrale, c'est de dormir. Donc là, et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je sais, pour l'avoir déjà vécu, qu'après le half, je vais ressentir la même chose. Donc là, je savoure ces moments-là. Je me dis, la météo, c'est pas moi qui maîtrise. Du coup, j'en profite pour dormir. On va démarrer par une classique présentation, mais pas Ouais, tout à fait pardon, classique oui. pour les auditeurs. Non, on y venait tranquillement. 3 dates, 3 moments phares de ta vie pour te raconter. S'il y avait 3 highlights. Oh putain, elle est dure cette question. En plus, j'ai vraiment pas la mémoire des dates. C'est ok si je donne des dates au hasard, mais des Ouais, événements. des périodes, en gros, des phases de ta vie, ouais. 3 étapes clés. En vrai, je crois que c'est que des moments perso et des trucs très classiques. Je vais te dire mon mariage, la naissance de mes 2 enfants. Je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que tu sais que ma vie personnelle, c'est pas nécessairement ce que je raconte habituellement. Mais te dire que ça a été des moments probablement les plus importants de ma vie en termes d'intensité d'émotions ressenties. Et probablement qu'aujourd'hui, si je me donne dans des événements sportifs, c'est pour ressentir, allez peut-être à minima, 10%, 20%, cette effervescence d'émotions, de se sentir vivant. Je trouve que sur ces 3 dates que je t'évoque, et dans le sport, il y a ce côté où tu coupes tout le reste de ta vie, tu coupes les habitudes, tu coupes tout le reste pour ne vivre que l'instant présent. Et c'est pour ça que j'ai pas la mémoire des dates. Enfin, si, sinon je me fais engueuler quand c'est leur anniversaire et quand c'est nos anniversaires. C'est le 14 mars. Mais 14 mars. Attends. Le 3 mars. C'est aux alentours de mars. On laisse ou on coupe? Non, tu laisses. J'assume à 100%. De toute façon, si aux alentours du mois de mars, tu te réveilles et que tu as un regard noir, tu sais que c'est le jour J. Ouais, c'est ça. Ta plus belle émotion de sport jusqu'à maintenant? Ah, j'en ai eu plein. C'est à laquelle tu penses franchement, la ligne d'arrivée du half. Donc c'était au Pérou? Au Pérou, il y a 2019, il y a 3 ans. Je dirais... Ah, c'est plein d'émotions se mélangent, mais la ligne d'arrivée de la dernière étape, beaucoup de fierté.
La ligne d'arrivée de l'étape longue, beaucoup de soulagement et d'être allé chercher des trucs. Je me suis tapé dans le dur dans l'étape longue, j'ai adoré ça. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'y reviendrai juste après peut-être pour reparler du half, mais ouais, la ligne d'arrivée de l'étape longue, la ligne d'arrivée tout court, et je crois aussi quand... ça c'est plus anecdotique, mais j'ai beaucoup joué au rugby. On a été champion d'un tournoi de beach rugby avec mes meilleurs amis, un truc qui n'avait aucune signification sur les plages de Bretagne. Et on s'était réveillé le matin pour s'inscrire, on avait picolé la veille, et puis finalement, d'un petit tournoi de plage, le truc était monté crescendo, on s'est pris au jeu, puis l'équipe d'en face, c'était l'équipe de Fédéral 3 de Plouzané, et puis nous finalement, on était pim pam poum, on s'appelait les Asticots, on avait des débardeurs, et on les a battus en recrutant des gamins au bord de la plage. La belle histoire. Ouais, la belle histoire, et puis surtout d'un truc de rien, mais juste parce que le jeu te fait prendre conscience que, et quand on a gagné, j'étais champion du monde de la plage de Plouzané, donc de Plougonvelin même. Un titre que peu de gens peuvent tenter. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Qui est au palmarès. Ouais. On ira voir la fiche Wikipédia. Est-ce que tu peux nous parler de la place de la course à pied aujourd'hui dans ta vie? Est-ce qu'elle est très centrale et structurante? Est-ce que c'est un complément à d'autres activités, ou est-ce que c'est vraiment un loisir très occasionnel? Tu as expliqué que ton agenda était très compliqué et chargé en ce moment. Est-ce que tu arrives à dégager du temps pour la course à pied spécifiquement? Non. Aujourd'hui, la course à pied, pour moi, c'est une échappatoire. Une échappatoire à 2 titres. Un, parce qu'en fait, je ne suis plus maître de mon emploi du temps depuis maintenant 2 ans. Quand je dis plus maître, c'est littéralement au quart d'heure près, ma vie est timée. C'est-à-dire que... Tu vis ça comme une contrainte, ou c'est un rythme qui est... C'est un choix. Adapté, C'est un choix, en fait. C'est moi qui choisis. Hein. Je ne vais pas mentir. C'est pour ça que quand je vis les choses, je les vis pleinement, à la fois dans le positif, à la fois dans le négatif. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir de me dire que je ne peux pas disposer d'une après-midi comme je l'entends? Non. Est-ce que ça m'arrive d'avoir dans mes emplois du temps d'avoir une après-midi de libre? Oui. Et maintenant, ce que je sais, c'est que quand j'ai une après-midi de libre, je ne la charge pas. Tu sais, parce que tu peux avoir ce truc-là quand tu travailles beaucoup, de te dire « Ah cool, j'ai une après-midi de libre, je vais en profiter pour faire ça, je vais en profiter pour faire ça. » Non, maintenant, je sais que mes après-midi de libre, ce sont des après-midi de repos. Et la bonne nouvelle, ça je te parle pour du lundi au vendredi, c'est que maintenant, j'ai récupéré mes week-ends. Donc, précieux. Méga précieux, surtout quand tu as des enfants. Et j'ai récupéré les vacances scolaires. Pour faire très simple, pour les gens qui ne me connaissent pas, en gros, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle, et depuis 4 ans, je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour vulgariser mes connaissances dans le domaine de la santé et du bien-être. Et visiblement, il y avait une demande assez forte de ça. Moi, je m'éclate à le faire. Tous les matins, je me réveille avec la banane pour me dire « Ok, comment je vais apporter des solutions pour le mal de dos, pour la tendinite, ce genre de choses-là ». Je le fais sur différentes plateformes, Instagram, YouTube principalement. J'ai sorti 2 livres, des sollicitations à la télé, des sollicitations en entreprise. Je m'éclate sur tous ces trucs-là. Et la question qu'on me pose à chaque fois, et les gens sont gênés quand ils me la posent, mais est-ce que tu exerces toujours? Oui, j'exerce toujours, les lundis et mardis au cabinet. Je travaille de 10h à 21h30. Donc, tout ça, ça s'est fait de manière très très crescendo. J'avais jamais anticipé que ça allait se faire comme ça. Donc, j'ai appris sur le tas avec beaucoup de sollicitations de travail, tout aussi passionnantes les unes que les autres. Mais forcément, quand on te stimule vachement au niveau du travail et que tu es passionné, tu prends tout. Et puis, au bout d'un moment, tu t'es dit, ok, ça va être mon rythme de travail. Il faut que je réinclue du temps familial, il faut que je réinclue du temps pour moi. Et donc, pendant 2 ans après la sortie du premier bouquin, j'ai vraiment eu complètement la tête sous l'eau. Je comprenais plus rien, je comprenais plus rien de ce qui se passait et tout. Et donc, pendant 2 ans, j'ai dû apprendre à gérer mon temps de travail. J'ai recruté des équipes, notamment pour YouTube, pour faire du montage. J'ai monté une boîte de prod pour essayer de me décharger. C'est encore moi qui fais tout mon Instagram. J'ai délégué aussi une partie des cours que je donnais. Donc, vraiment, pendant 2 ans, j'ai revu tous mes process. Là, ça a été très dur parce que j'avais quasiment pas de temps familial, pas de temps perso. Et la course à pied était pratique pour ça. Parce que c'était, ok, j'ai une demi-heure, j'ai envie de me vider la tête. Je peux aller sortir, mettre mes baskets et courir. Et du coup, pour répondre à ta question, j'utilisais la course à pied comme échappatoire sportive et j'utilisais aussi la course à pied. De temps en temps, je signais pour des courses parce que j'ai la chance d'avoir un partenaire qui est Iron. Et du coup, mon storytelling à moi, c'est la réalité, l'authenticité. En mode, je suis pas là pour faire des temps, je suis pas là pour faire des perfs, je suis pas là pour faire des belles photos. Je suis là pour raconter la réalité de probablement beaucoup de coureurs qui est de dire j'ai un crédit pour la baraque, j'ai des gosses, j'ai un job qui est passionnant, j'ai pas le temps ni l'envie d'être bon, mais j'ai quand même envie d'avoir un peu de compète, d'avoir un chrono, d'avoir une échéance, d'avoir une ligne d'arrivée. Et c'est ça que je raconte. Et ce qu'il y a de cool, c'est que à partir du moment où tu es tout à fait authentique et honnête sur ce que tu as raconté, les gens ils accrochent pour ça. Et du coup, la course à pied pouvait me permettre au moins d'avoir une sorte
temporalité dans mes sessions d'entraînement. En gros, quand on me fixe une date où tu as une ligne de départ là, 3 mois avant, j'appelle mon préparateur physique, on se met d'accord sur un volume d'entraînement par rapport à mes dispos et on s'organise comme ça. Donc pendant 2 ans, la course à pied a été pour moi une belle échappatoire et enfin là, donc au moment où on enregistre ce podcast, on est au mois de octobre là. Fin septembre. J'ai pas la mémoire des dates. À partir mars. Ouais, dans 3 mars, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami. 4 mars, oh putain. Bah bref, j'ai à vérifier. Et depuis le mois de janvier, j'ai enfin récupéré du temps familial. Et du coup, une fois que j'ai réussi à récupérer du temps familial, du temps pour mes entraînements. Donc tu déroges pas quand tu as un plan de prépa, il n'y a rien qui te fera déroger d'une séance aussi? Si. J'ai la chance que j'ai, c'est que dans mon métier, j'ai appris un truc qui est indispensable. Et probablement que pour les sportifs débutants, ce que je vais vous donner comme conseil, ça va vous aider à arrêter de culpabiliser. Ne confondez pas la cerise et le gâteau. Le gâteau, c'est volume d'entraînement, à savoir comment je me sens pendant longtemps pour être capable d'enquiller des bornes, sans douleur. En gros, si vous avez ça, c'est 80% de vos entraînements. C'est-à-dire, pour faire très simple, que si jamais vous êtes lundi soir, vous êtes crevé et vous n'avez pas le temps de vous entraîner, vous pouvez courir que 20 minutes, vous pouvez courir qu'une demi-heure, même si sur votre planification, il y avait écrit 1 heure. Il vaut mieux, même à la limite, et moi ça m'est arrivé plein de fois, spécifiquement pour le half, de prendre mon sac à dos, prendre mon téléphone, aller passer un coup de fil et d'aller marcher pendant 1h15, parce que je ne peux pas courir parce que c'est un coup de fil un peu pro, et juste de faire des bornes comme ça. Je suis devenu OK sur le fait de se dire, parfois, je vais faire 30% de ce qui est prévu, mais je vais faire les 30%. Parce qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, mes 30% vont s'accumuler et j'aurai fait des bornes. Tandis que si jamais je garde en tête je veux faire le truc parfaitement, mais en même temps, mon corps ne me le permet pas, ma tête ne me le permet pas, mon emploi du temps ne me le permet pas, vaut mieux faire 30% de 100% que 0% de 100%. Ce qui n'est pas la même équation quand tu es sportif pro, quand tu as des ambitions élites et ce genre de choses-là. C'est quelque chose sur lequel pour moi c'est important, c'est que le grand public dont je fais partie, en termes de capacité sportive, fait parfois l'erreur de s'identifier à des élites et à des gens qui dédient leur vie à leur sport. Encore une fois, c'est un choix. C'est un choix qui peut être incroyable quand tu as une couverture médiatique qui te dit que tu as rempli un exploit, mais ça, c'est 0,01% du temps. 99,99% du temps, c'est des sacrifices en fait. Encore une fois, moi j'adore ramener ça. La course à pied, c'est un luxe parce que c'est un sport qui permet d'avoir le choix. La difficulté, c'est que parfois, trop de choix laisse trop de liberté. Et que quand on a trop de liberté, on peut partir dans tous les sens. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as participé au Half Marathon des Sables au Pérou il y a 3 ans. Ouais. C'est quoi les apprentissages que tu en as tirés? Comment tu as vécu cette expérience? C'est, j'imagine, florissant, il y a beaucoup de choses à en dire, mais c'est quoi les principaux enseignements? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné et que tu as amené dans ton bagage là aujourd'hui à Fuerteventura? Ouais, je crois que j'étais parti là-bas avec une volonté de me prouver quelque chose. Je suis revenu avec des amis. Donc rien à voir en fait. Ce qui m'a le plus surpris, parce que je n'avais aucune attente là-dessus, c'était sur l'aspect humain de l'aventure. J'ai kiffé, mais vraiment quand je te dis des amis, c'est des gens avec qui j'échange encore régulièrement. Il y a un côté, je suis pas du tout du tempérament nostalgique. Cependant, je trouve qu'on a probablement perdu la spontanéité de certains des échanges, d'avoir des gens un peu partout en France que tu vas croiser, qui sont de différents univers, et quand tu vas les mettre dans un espace commun, dans des conditions communes qui sont spécifiques au sport et encore plus au trail, de dire en fait je m'en fous d'où tu viens, je m'en fous où tu vas, je m'en fous de ton niveau, et on est juste 2 humains qui discutent dans une certaine zone de difficulté. C'est le temps long aussi, moi je trouve. J'étais sur le Marathon des Sables, tu vois, les deux dimensions je trouve intéressantes, c'est le temps long, donc tu as plein de moments où tu peux passer, tu ne croises pas juste entre 2 portes pour dire salut, ça va, ça a été, tu as vraiment la possibilité de te croiser plusieurs fois, donc tu as une histoire qui s'écrit sur la durée. Et j'avais ressenti aussi, tu sais, avec la vulnérabilité, qui, avec l'usure physique, au fil des jours, finalement, les gens sont en situation d'ouverture. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de verrou, il n'y a plus de timidité, il n'y a plus quoi que ce soit, en fait. Et donc, ce que tu retires de ça comme échange et les liens que tu crées, ils sont géniaux. Ouais, parce que tu te rends compte qu'on se construit dans des barrières sociales, des barrières esthétiques, des barrières d'odeur, des barrières d'hygiène, encore plus depuis le Covid. En fait, tu fais tomber tout ça et tu te dis, ouais, en fait, l'autre en face de moi, il a beau ne pas avoir le même âge, il a beau avoir un métier dont je n'ai jamais entendu parler, en fait, on reste les mêmes, parce que quand tu grattes toute la surface, on reste des êtres humains qui ont envie de vivre des choses et de partager des choses.
Et clairement, c'est de très très loin ce que j'ai gardé, bien avant la performance sportive. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre ça. Les gens, quand on leur parle du half, ils voient d'abord les 120 km, ils voient d'abord le sac à dos, ils voient d'abord le sable, et leur premier truc, c'est de dire « Ah mais moi, je ne suis pas capable de faire ça ». Ils me disent « Ça doit être hyper physique », et moi je leur dis « Ce n'est pas une épreuve physique, c'est une épreuve qui est mentale ». C'est une épreuve qui est mentale parce qu'en fait, ça va être dur, et ça va être dur pour tout le monde, et c'est ça qui est beau. Mais ça va pas être dur en mode dur à 9 sur 10. Ça va être dur à 4, 5 sur 10 pendant très longtemps. Ce qui va faire que ton 4, 5 sur 10, petit à petit, va devenir un 6, 7 sur 10. Puis un 8. Et avec des hauts et des bas. Le nombre de fois où sur le premier half, j'ai eu envie d'arrêter, j'ai arrêté de les compter, tu vois. Mais parce que j'avais fait ce choix, et encore une fois, je reviens toujours à cette notion de choix, j'avais fait ce choix de me dire, j'ai envie de pousser sur l'étape 2, parce que j'ai envie de me prouver des choses. Ok, je suis allé au bout de mon modèle, je me suis rendu compte que c'était pas un modèle dans lequel j'étais épanoui, et le jour 3, je l'ai fait avec le copain, tu vois. 20 heures d'effort, c'est ça à peu près sur le Je crois, pareil, j'ai pas la mémoire des dates, j'ai pas la mémoire des temps, mais ouais, j'ai dû faire entre 20 et 22 heures. Tu as un regard expert forcément, au-delà du plaisir de l'instant, sur ce que ça peut provoquer en termes physiques, physiologiques, un effort comme le half marathon des sables. Est-ce que c'est relativement traumatisant? Est-ce qu'il y a des zones qui sont, enfin, il y a des points d'attention particuliers à avoir ou pas plus que d'autres efforts? C'est intéressant parce qu'en fait, en réalité, pour être très franc, moi je suis kiné et je pense que la réponse sur l'effort du half, elle n'est pas du domaine de la kiné, elle est du domaine de la médecine. Parce que je pense que le plus gros effort, il est probablement intestinal, au terme physiologique du terme. C'est beaucoup plus chimique, métabolique de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps qui a subi un stress pendant si longtemps, de changer ta bouffe, changer ton rythme de sommeil. L'effort... ma spécialité à moi, ce serait l'effort sur les tendons, les efforts sur les articulations, les efforts sur les muscles. Oui, il y a des trucs qui sont à dire, mais pour moi, on est sur 80% de réglage physiologique médical, 20% de réglage, je dirais même 10% de réglage kiné, 10% de réglage podologue, tu vois. J'ai pas beaucoup de réponses à t'apporter, si ce n'est des banalités, de dire... oui, c'est contraignant pour les muscles, blablabla, mais finalement, vu la vitesse de course, vous allez juste vous exposer à des douleurs musculaires, articulaires relativement classiques par rapport à du surentraînement, mais rien que vous n'ayez pas pu anticiper lors de votre préparation. Et surtout, le gros luxe du half, c'est que les douleurs de la course à pied ne sont pas les douleurs de la marche. Donc si jamais tu as mal lors de la course à pied, tu as juste à marcher. Pour faire très simple, la différence entre les deux, c'est celui du tendon. Ton tendon d'Achille, ton tendon rotulien, sa contrainte principale est là où il est très sollicité sur la restitution rapide d'énergie. Il faut voir les tendons comme des ressorts. Littéralement, un ressort, quand tu le compresses, il se comprime. Plus tu le comprimes, plus il encaisse de l'énergie, plus il est capable de la restituer vite et fort. Sur la course à pied, c'est ça. Plus je cours vite, plus j'ai besoin d'un tendon qui est capable d'encaisser vite, de restituer vite. Donc, parfois, tu peux développer des douleurs de course à pied juste parce que tu as fait trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure qui n'était pas entraînée à encaisser aussi fort, aussi vite, aussi longtemps. Sachant que le délai d'adaptation d'un tendon est de l'ordre de 6 mois, 9 mois, 1 an et demi. C'est pour ça qu'on dit souvent que finalement, si tu as un gros truc à préparer, un semi, un marathon qui va vraiment aller au-delà de tes allures, sois patient sur ta prépa, parce que si ton cardio est capable d'encaisser sur 6 semaines, 3 mois, un changement de capacité, si tes muscles sont capables de l'encaisser, tes tendons, eux, ils mettent plus de temps à cicatriser. Cicatriser, vous pouvez remplacer le mot cicatriser par adapter. Ton tendon, il met plus de temps à s'adapter. Contrainte que tu n'as pas du tout sur la marche. Donc en fait, si tu as des douleurs articulaires pendant le half ou musculaires, marche. Tu risques, oui, en effet, d'avoir, si tu n'es pas habitué sur le port de sac, des grosses tensions musculaires au niveau trapèze du port du sac ou au niveau carré des lombes, lombaires, spinaux, donc les muscles du dos. Peut-être même certains d'entre eux vont se débloquer un petit lumbago, c'est ok, ça arrive. Un lumbago, c'est un spasme musculaire. Gardez en tête que l'intensité d'une douleur ressentie sur un lumbago n'est pas du tout proportionnelle aux dégâts. En gros, tu peux avoir très très mal sur un lumbago et c'est tout à fait bénin. L'exemple que j'aime bien donner, c'est... tiens, je te pose la question, Guillaume. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand une femme accouche et qu'elle a des contractions? Pourquoi on appelle ça des contractions? C'est le muscle de l'utérus, c'est ça? Exactement, c'est les muscles de l'utérus. Donc demande à une femme enceinte qui est en train de toucher, qui a des contractions, de dire dis donc, le muscle ça fait pas très mal Non, le muscle ça peut faire très 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 mal. Un lumbago, imaginez que c'est ça, c'est des contractions qui ne se relâchent pas au niveau du bas du dos. En gros, vous pouvez continuer à marcher dessus, continuer à bouger, c'est probablement le meilleur des traitements.
Sur la dimension mentale, là, tu disais que c'était essentiel pour la réussite. Imagine réussir une aventure comme celle-là. C'était quoi tes clés, toi? Comment tu écartais et conduisais les tentations d'abandon qui venaient comme un boomerang, j'imagine, régulièrement frapper à ta porte? C'était quoi? C'était te dire, j'ai choisi d'être là, je vais au bout, j'y vais pour moi, j'y vais pour les autres, je veux me prouver. De manière générale, dans ma vie, je ne m'engage jamais dans un combat que je peux perdre. C'est-à-dire que quand je me lance dans un truc, je sais que je vais gagner. Mais il n'y a pas d'option différente, en fait. J'ai pas d'autre option. Du coup, je choisis mes combats en amont. J'ai certains combats qui peuvent être difficiles, écrire un bouquin, faire un JT de France 2 en plein direct, tu vois, c'est chaud quand même. Mais en fait, j'ai pas cette option. Donc quand tu me dis un boomerang qui revient sur ma porte de la possibilité de l'abandon, bah non, j'abandonne pas en fait. Si je dois finir en rampant, je finirai en rampant. Maintenant, je connais mon corps et je connais la différence entre un arrêt pour une perte de motivation, même si elle est très 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 forte. Quand je te dis perte de motivation, c'est ok, j'en ai plein le cul, j'arrête, on sait ce que ça peut être. On a entendu des coureurs, même parfois expérimentés, qui traversent vraiment mentalement un moment très difficile et qui abandonnent, et quand 6 heures plus tard tu leur demandes pourquoi tu as arrêté, ils disent merde, j'aurais pu continuer. Mais s'ils ont arrêté à ce moment-là, c'est que sur cet instant T, ils sont rentrés dans un tunnel mental qui a exclu tout le reste de leur construction mentale. Donc ça m'est jamais arrivé, mais aujourd'hui, si je devais arrêter, ce serait pour un problème physique, que mon corps serait capable d'auto-diagnostiquer à ce moment-là comme étant ok, la grecque, si tu continues, tu vas créer des dégâts qui vont te porter préjudice pour la suite. Faire simple, ça peut arriver, tu vois, une rupture du tendon d'Achille, ça peut arriver, je vais pas continuer la course. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si ça ressemble à un petit syndrome de l'essuie-glace, je vais modifier ma foulée, je vais marcher différemment. Ça m'était arrivé sur le dernier jour, où j'ai marché pendant 10 km, parce que mon genou ne pouvait plus courir. Et c'est ok, tu vois, j'ai eu mal pendant 3 semaines après, j'ai fait de la rééduque et je suis capable... Ce qui est assez marrant, c'est que souvent, en tant que kiné, les gens ne comprennent pas, ils nous disent « Ah, t'es kiné, tu devrais pas te blesser ». Je dis non, un kiné, il se blesse comme tout le monde. Par contre, il est capable de cicatriser beaucoup mieux et de revenir beaucoup plus rapidement. Il y a une rubrique classique de course épique qui s'appelle la basket chinoise, où je demande à mon invité quel personnage fictif il serait. Donc j'ai fait une version un peu revisitée, ambiance désert et sable. Donc dans la peau duquel de ces personnages, est-ce que tu imagines vivre ton MDS? Est-ce que tu es plutôt en mode Mad Max, pas du tout là pour rigoler, serein et pleinement à ta main comme pourrait l'être Laurence d'Arabie, plutôt en mode détente et roi de la déconne comme numéro bis alias Jamel dans Astérix Mission Cléopâtre, ou plutôt un peu perdu, tête en l'air et gaffeur comme peuvent être les Dupont dans Tintin au pays de l'or noir? Ce serait quoi ton appréciation de HMDS? Je crois un mélange entre Laurence d'Arabie et numéro bis. Probablement gaffeur et déconneur, mais qui au moment où ça va être beau, humainement parlant ou physiquement parlant, va être capable de fermer sa gueule et d'apprécier le paysage. Et puis d'être capable d'être sérieux quand il faudra être sérieux si cette occasion se présente. Le programme, là, il a un peu changé, puisqu'on a dû décaler le départ de 24 heures en raison d'un ouragan qui doit arriver une fois tous les 17 ans, peut-être à cette période de l'année, je pense, ici. Ça t'inquiète pas qu'il y ait un changement de programme, de parcours? Enfin, tu as juste vu l'opportunité déjà de pouvoir 24 heures pour te rattraper un peu mieux. Pour être franc, je m'inquiète parce que j'ai entendu la possibilité qu'on n'ait pas le jour de repos. Ouais, c'est une grosse probabilité apparemment. C'est une probabilité. Là, je remets encore un peu ma casquette de kiné. Là, il y aura de grosses inégalités pour les coureurs. Clairement, je pense que la barrière des 50 ans ou du volume d'entraînement va faire une grosse diff. Pour faire simple, moi j'ai 35 ans aujourd'hui. Mon corps, il est capable relativement facilement d'encaisser 2 efforts, 3 jours d'affilée. Même avec un faible volume d'entraînement, parce que j'arrive relativement peu préparé ici. Luxe que pourront pas avoir... Alors je mets 50 ans, c'est très arbitraire comme âge, c'est pas du tout une sanction en mode vous avez 50 ans, ça y est, votre corps est vieux. C'est juste que pour faire simple et pour que les auditeurs sachent un peu, surtout ceux qui ne me connaissent pas, le corps commence à décliner à partir de l'adolescence. Pour faire très simple, il ne décline pas à partir de 50 ans. C'est pas bon pour le moral, ça, quand même. Moi je le vois sous l'autre sens. En mode, en gros, c'est que du bonus en fait. Tout ce qu'on vit, c'est que du bonus. Et mieux vaut accepter notre évolution vers le vieillissement que de vouloir lutter contre en fait. Je pense que l'erreur, ce serait de se dire « Ah merde, je commence à décliner à partir de 14 ans, ça veut dire que je ne serai plus jamais en forme. » Oui. Enfin, littéralement, je suis désolé de le dire, on va tous crever et c'est génial en fait. Mais vraiment, en fait, il y a un moment donné,
Elle est là, la vie. Si tu n'as pas conscience de ta propre mort et de ta propre déchéance, tu continues à repousser au lendemain tout ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui en disant oh, c'est bon, je le ferai plus tard. Non, c'est faux, fais-le aujourd'hui parce que peut-être que demain, il n'y aura pas de plus tard. C'est pour ça que moi, ma philosophie, elle est vraiment là-dedans. C'est que je fais le choix de vivre intensément parce que j'ai vu suffisamment d'expérience dans mon métier de gens qui n'ont pas eu de demain. Est-ce que l'ultra-endurance c'est peut-être un peu particulier parce qu'on voit quelques athlètes sur des distances très longues dépasser la cinquantaine et gagner des UTMB? Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu évoquais tout à l'heure sur lequel la dimension aussi mentale et la force de l'expérience peut permettre sur ce type d'effort un peu surpasser un éventuel effritement physique, physiologique? Je pense que j'ai là aussi pas tout à fait la réponse à ça parce qu'elle serait aussi probablement plus médicale et plus globale. Quand je parle médical, c'est vraiment qu'il y a des phénomènes qui se passent dans le corps que je ne maîtrise pas bien. Mais ce que je sais, c'est que probablement que ce sont des sports qui, socialement, pendant longtemps, ont été réservés à des populations un peu plus avancées. Tu vois, tu voyais peu de trailers ou d'ultra-trailers de moins de 30 ans. Donc, et ce qui commence à émerger. Donc je pense que c'était plutôt une résultante sociale, à savoir finalement tu mets quelqu'un qui a des prédispositions génétiques, culturelles, tout ce que tu veux, à un sport à l'âge de 35 ans, il s'entraîne pendant 15-20 ans, il explose peut-être à 45-50. C'est une possibilité au-delà de... Et sa courbe de croissance serait supérieure à sa dégénérescence. Là où finalement un mec de 30 ans, il va avoir probablement peut-être une courbe de croissance un peu plus élevée, mais sa courbe de dégénérescence un peu moins avancée. Donc je pense que dans les années à venir, on verra probablement toujours autant, voire plus de trailers avec un âge un peu plus avancé. Mais je pense que ceux qui performeront vraiment, maintenant que le trail s'est beaucoup plus démocratisé, ce seront des types de 30-35 ans. Pour différentes raisons, tu vois, si on compare à d'autres sports, on voit que certains arrivent à un pic de forme plus tôt, et surtout on voit que des gamins commencent plus tôt sur la ligne de départ. L'avenir nous dira. Je finis juste comme sur le truc d'avant, sur notre corps qui décline. Ce qui veut dire que quand même, mine de rien, le critère âge n'est qu'un critère. Le critère le plus important, c'est votre volume d'entraînement habituel. En gros, pour faire très très simple, quelqu'un qui est entraîné à s'entraîner le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le fait qu'on lui enlève le jour de repos, ça ne va rien changer pour lui, quel que soit son âge. Par contre, quelqu'un qui s'entraîne que le lundi et le jeudi, qui n'a pas l'habitude d'enquiller les entraînements, le jour où on lui enlève son jour de repos, ça va être plus dur. Et si en plus de ça, il a plus de 50 ans, ça va être encore plus dur. Donc, c'est pour ça que je te dis, ma première pensée quand on m'enlève mon jour de repos, c'est de me dire, pas super cool pour les 50 et plus. Tu nous l'as dit, les chiffres, c'est pas ton truc, mais je vais quand même te demander le poids de ton sac. Je crois que je dois être à 6 kg, 6 kg 4 avec le matos visuel. D'enregistrement vidéo, quoi. Pas mal. Ouais, je pars avec 2 téléphones, une batterie externe, une perche. Je suis parti avec le minimum. Mais tu vois, ça te rajoute un petit 300-400 grammes en plus. Est-ce qu'il y a une chose inattendue dans ton sac? Un petit plaisir coupable, ce serait quoi? Oui, il y en a un. Du magret. Ok. Fumé? Alors, pour être très franc, je vais t'expliquer, c'est assez rigolo. Lorsque je suis parti au Pérou, j'en avais pris du magret. Et franchement, sur le camp, c'est des points de vie pour tout ton groupe. Hein. Tu vois, tu le sors à jour 2, les gars, j'ai un petit magret. Tu prends. La popularité, c'est pas ce que je recherche, mais l'étoile dans les yeux du collègue, quand tu lui donnes le magret, ça fait plaisir. Et là, je suis parti tellement à l'arrache, j'ai pas réussi à en avoir. Et j'ai envoyé un message hier soir à Rouen en disant putain, Rouen, j'ai complètement oublié du magret, écoute, tu peux m'en prendre. Et là, il m'a écrit, mais mec, j'ai tout ce que tu veux, j'ai du Iberia, j'ai du chorizo, j'ai du truc, j'ai machin, passe ta commande. Il y a avec 800 grammes de viande. Et donc là, ton sac fait 7 kg de maintenant. Voilà, il y a moyen que je sois un peu plus chargé, mais ça vaudra le coup. Et le filisé que tu as le plus hâte de déguster, c'est quoi? Ah, c'est celui de mon jour 4, je pense que je vais le changer, c'est riz porc caramel. Pas mal. Ouais, donc il y a moyen que je l'avance. Est-ce que tu as pris ton nouveau bouquin en format e-book aussi? Oui, bien sûr. Non, je ne l'ai pas pris en format e-book, je dois être très franc avec toi. Donc mon nouveau livre, c'est Le Grand Guide pour soigner vos douleurs. C'est un livre qui recense 55 pathologies qui vont vous permettre à la fois de mettre la bonne étiquette sur vos douleurs. Pour faire typique, j'ai une douleur dans le genou, je ne sais pas si c'est un syndrome antulien, si c'est une cryalgie, si c'est un syndrome du fascia lata, qu'on appelle aussi syndrome de l'essuie-glace, très fréquent chez les coureurs. À chaque grand chapitre, je vous pose des questions pour pouvoir vous aider à étiqueter les douleurs.
Et à chaque fois, je vous explique les solutions, les explications et ainsi de suite. Il est super bien en papier. Enfin, vraiment, c'est comme ça que je l'ai imaginé parce qu'en fait, il y a souvent des rappels sur les pages précédentes. Typiquement, je vous dis, si jamais vous avez une douleur face latérale de genou, allez voir aussi sur le chapitre cruralgie, page 52, et allez voir page 250 sur le chapitre tendinite, parce que je vous explique pourquoi le meilleur traitement sur une tendinite n'est ni les étirements, ni le froid, ni les ultrasons, ni les ondes de choc, mais le renforcement musculaire progressif. Bref, c'est un livre. Tu te rappelles quand on était gosse Les livres dont vous êtes exactement. Fan absolu. Moi aussi. Et donc c'est comme ça que je l'ai imaginé mon livre, avec beaucoup de renvois de pages pour te créer ta propre histoire de ta propre pathologie. Et en e-book, alors je l'ai, t'as moins cette sensation en fait de tourner des pages, cette sensation physique. Donc je l'ai avec moi, mais je prends moins de plaisir à le lire en e-book. Comment elle se passe les nuits pour toi, les veilles de rendez-vous comme ça? Est-ce que c'est une nuit comme les autres? Tu dors comme une enclume mais il n'y a rien qui bouge? Ouais, hyper intéressant là-dessus aussi. Et là, je vais le dire, j'aime bien parler de chance quand je regarde mon parcours a posteriori. J'ai eu la chance d'être confronté assez tôt à de la compétition. Donc les nuits blanches, j'en ai déjà fait suffisamment pour me rendre compte que ça change rien, que tu arrives juste plus fatigué et qu'en gros, le job, il a déjà été fait avant, il se passe pas pendant la nuit d'avant-course. Donc, non, je dors bien. Traditionnelle question sur ce type de format que je fais en immersion, c'est une time capsule sur laquelle je vais te demander de me raconter la façon dont tu imagines vivre ce Half Marathon des Sables, et puis je te propose qu'on la réécoute à l'issue de ce Half Marathon des Sables, qu'on la déterre et qu'on voit si tu as trouvé ce que tu pensais venir chercher. Donc je pense que je vais la jouer sur l'expérience. Je vais probablement beaucoup moins courir. Je pense que je vais avoir un temps qui sera beaucoup plus élevé que la première fois parce que je vais être beaucoup plus dans la gestion. En plus, on est sur un parcours qui est inconnu, probablement avec des difficultés de terrain qui va faire que je vais sûrement en garder sous le pied, à mon avis, jusqu'à aux 2/3 de l'épreuve longue. Je vais me gérer. Je me laisse la possibilité au bout d'un moment que j'en ai plein le cul de tout et je commence à accélérer, mais à mon avis, je ne serai pas capable de tenir sur le long terme. Ce que je vais chercher, c'est des expériences humaines avant tout, parce que je sais que c'est ce que j'avais préféré la première fois. Peu de chance pour que j'ai un pépin physique, mais je sortirai de là en disant, à mon avis, j'en ai eu plein le cul. C'était dur, c'était très long, parce que ça va être long, mais je suis très content de l'avoir fait parce que pendant l'espace de 4 jours, j'étais complètement ailleurs et j'étais vraiment dans l'instant présent. Dans le positif comme dans le négatif. Donc j'y vais pas pour un temps, j'y vais sur de la gestion, sur des rencontres humaines. Et probablement ce que je vais le plus garder de ça, ça va être des sensations un peu éparses de paysages, de difficultés de terrain, de paysages qui vont être très très modifiés par la météo et qui vont, tu sais, quand parfois tu vois le ciel, tu vois des lumières et tu te dis waouh, je suis vraiment sur la planète Terre. À mon avis, ça on devrait l'avoir. Sur des fous rires sur les camps, sur des confessions sur les camps, sur des moments forts avec des humains que je recroiserai probablement jamais. Sur la distribution de magrets. Sur la distribution de magrets, exactement. Donc tu vois, ma course, je vois quasiment plus les épreuves comme des toiles de fond et des expériences humaines. Rendez-vous dans 4-5 jours pour savoir ça. J'ai encore 2 petites questions pour toi. Tu as comme partenaire de podcast Marine L'Orphelin et Hélène, qui vit aujourd'hui en Suisse et qui se lance dans un grand défi à son échelle avec ce Half Marathon des Sables. C'est le genre d'effort dans lequel elle a jamais été jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as un petit mot pour elle? Je leur ai demandé la même chose. Donc est-ce que tu as un petit mot à leur transmettre à l'approche du grand départ? Pour Marine, mon petit mot, ce serait de dire de laisser son Dark Passenger sortir. Parce qu'elle m'a dit hier au dîner et on a ça en commun. Je peux faire une petite aparté, c'est hyper intéressant. Je crois qu'on partage ça avec Marine. On est issu d'un milieu professionnel. En fait, de temps en temps, tu as des décisions rapides à prendre. Et radicales. Et radicales. Alors elle, avec la vie de la personne qui est engagée. Moi, avec il y a parfois des décisions rapides à prendre, tu vois, sur des gens qui s'évanouissent, des luxations d'épaule, des malaises. Tu vois, tu dois réagir vite. Et là, tu n'es pas là de dire « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais appeler les pompiers, s'il te plaît, quand tu auras fini ton café ?» Tu dis « Bernard, appelle les pompiers maintenant !» Et je crois que ce personnage-là, parfois, il a besoin de sortir dans des moments difficiles. Tu sais, en mode juste, quand tu es dans des situations qui peuvent être compliquées sur une épreuve sportive, en fait, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a de la poigne et qui donne des directions et éviter l'effet de spectateur en disant « Ah, il y a quelqu'un qui va agir !» Donc je pense que ces personnages-là, ils ont intérêt à sortir. Et si jamais vous l'avez de temps en temps en vous, laissez-le sortir et laissez-le
apprenez à l'appréhender. Il fait du bien à maîtriser ce personnage-là parce que les peut-être 5 ou 10 fois dans votre vie où vous en aurez besoin, vous serez content de savoir qu'il est capable de gérer. Pour Hélène, je la connais pas et aussi je vais donner un conseil très très générique. Elle te connaît. C'est vrai ? Ouais, j'ai échangé avec elle hier, elle aime beaucoup ton travail. Ah bah merci beaucoup. Quel âge a-t-elle ? Elle a, je vais pas demander, mais je dirais entre 35 et 40, j'espère pas faire d'impair, Hélène, si tu nous entends. Elle est débutante du coup ? Plutôt. Donc, d'apprendre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, d'être ok sur le fait que tu sois pas toujours aligné avec les grandes tendances. Notre corps est très spécifique à nous-mêmes, notre mental est très spécifique à nous-mêmes. Et je crois que le jour où tu commences à comprendre que c'est un luxe de pouvoir apprendre toute ta vie sur comment ton corps fonctionne, et que en fait chaque expérience est juste une brique que tu mets à ta propre compréhension physiologique, anatomique, biomécanique, et bien à ce moment-là tu considères que toutes les expériences, négatives comme positives, sont bonnes à prendre. Dernière question, tu fais quoi là juste après? On coupe le micro, c'est quoi ce qui se passe dans les 10 minutes? Dodo. Dodo. Là, j'ai du temps, je vais en profiter pour dormir. Je vais peut-être appeler ma femme ou les enfants. Mais... On réduit la dette de sommeil, c'est l'objectif. Ouais. Et puis je sais que je vais avoir encore une dette de sommeil qui va s'accumuler derrière, donc non, je dors. Merci beaucoup. Merci à tous, j'espère que ça vous aura plu. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais j'aime bien les podcasts. Non, mais on est là pour planter le décor. On se retrouve demain pour la première étape. Yes. Je vais essayer de te suivre, on verra, tu t'arriveras au bivouac sûrement avant moi, donc tu m'attends, hein. Tu ne pas tout de suite. Ouais. Après, je te jure, je vais pas aller très très vite. Donc... Merci pour tout. Merci Guillaume, merci à tous. Ciao. Ça va bien? Ouais, c'est pas du tout stressant, ça va? T'as fait que je sois face à toi. En fait, c'est pas stressant parce que t'as pas une caméra. Donc ouais, c'est plus cool quand elles sont. Je pense que s'il y a une caméra, c'est différent. Là, c'est comme. C'est l'intérêt. De facto, quand c'est un micro, les gens sont quand même plus à l'aise que s'il y a une caméra. Même quand c'est un truc posé, tout ça, même quand c'est un truc posé qui a un micro, un pied et tout, les gens sont quand même plus. Même ça prend plus de place le setup que ce qu'on a là. Ouais. Mais là, c'est cool, on a un truc à l'abri du vent en plus, tu vois. C'est quand même pas. Non, on est bien. En fait, c'est hyper drôle comme petit cadre. Franchement, ça mériterait une photo. Il faudrait qu'on demande à quelqu'un de faire une photo de plus loin. On va demander en face. Attends, ça t'embête? Tu veux que je m'en appelle? Non, carrément. C'est drôle. Bon, allez, on va y aller parce que après, c'est l'heure de l'apéro quand même. Ouais. Sans alcool, malheureusement. C'est parti. Bonjour Hélène, je suis très heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique qui est en direct de Fuerteventura. On a connu plus désagréable comme studio d'enregistrement, même si les conditions ne sont pas tout à fait celles qu'on imaginait aujourd'hui. Bonjour Guillaume, en effet, on a un super cadre d'enregistrement, c'est sympa. J'allais demander après si tu as fait des réserves de sommeil dans l'avion, mais comme la course est décalée de 24 heures, la question ne se pose plus vraiment. Là, tu vas pouvoir dormir en fait, pendant 12 heures, faire le tour du cadran. En fait, ça tombe bien parce qu'avant de venir, j'avais tellement de choses à régler avec le travail, avec les enfants, que j'ai un peu accumulé les heures de sommeil négatives. Cool, tu vas pouvoir bosser demain. Non, écoute, j'ai tout bouclé aujourd'hui, donc je suis contente et demain je vais pouvoir juste me reposer. Et en fait, je suis contente que la course ait été décalée parce que avec mes amis, on a booké un massage sportif après à l'arrivée et puis il n'y avait que de la place le samedi. Et maintenant qu'on arrive le vendredi, on sera... C'était ton idée de décaler la course, je suis en train de comprendre. C'est ça. Rien à voir avec la météo défavorable et les pluies torrentielles. Ouais. Hélène, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Ils ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais parler de ton parcours de vie, quelques faits saillants pour qu'ils te connaissent un peu mieux? Oui, alors je m'appelle Hélène Clout, j'habite en Suisse, vers Genève. Je suis originaire de France. J'ai grandi entre la Bretagne et la région toulousaine. Après mes 19 ans, j'ai quitté la France et j'ai vécu en Espagne, aux Maldives, en Belgique et puis en Suisse. Tu suivais tes parents qui étaient... Non, c'était pour mes études, pour le travail. Voilà. Et puis là, maintenant, je suis en Suisse depuis 12 ans. J'ai passé ma plus grande partie de carrière dans les organisations internationales. Et puis j'ai 2 enfants, un mari belge. Et ça, c'est un petit peu mon parcours.
Étant plus jeune, moi j'étais pas du tout sportive. J'étais vraiment la dernière, ou l'avant-dernière en cours de PS. Et puis j'accrochais pas vraiment avec le sport. Mais j'avais un papa très sportif qui a fait pas mal de courses. Et son rêve à lui, c'était de faire le marathon des sables. Après, des problèmes de santé ont fait que il a jamais pu réaliser son rêve. Et quand il s'entraînait, il faisait des courses de fond en fait. Et quand il s'entraînait, il m'emmenait toujours avec lui, moi à vélo et lui à pied. Et du coup, maintenant que moi j'ai commencé à m'entraîner à la course à pied, c'est lui qui me suit à vélo. Et enfin, oui, il me suit à vélo et puis ou moi je le suis à pied sur son vélo. Ta vie sportive, ton parcours sportif récent, il est émaillé de pas mal de défis que tu t'es lancé. Il y a eu pas mal de déclics en fait et de moments assez fondateurs. Est-ce que tu peux nous raconter, rembobiner le premier défi sur lequel tu t'es lancé, qui n'était pas directement lié à de la course à pied, mais qui t'a mis le pied à l'étrier sur un défi sportif qui te semblait peut-être pas accessible et adapté pour toi à ce moment-là et que tu as réussi à accomplir? Alors, j'ai 2 enfants et puis à la naissance de mon deuxième enfant, j'étais un petit peu submergée entre les enfants, le travail, le trajet pour aller au travail. J'avais 2 heures de route chaque jour et puis j'avais plus vraiment d'espace pour moi pour respirer en fait. Et j'ai eu la chance avec mon travail de pouvoir participer ou de m'inscrire au marathon de ski de fond de Engadine. Et je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire, ça va être une bonne opportunité pour moi de faire quelque chose pour moi. Et on m'a dit, mais non, mais t'as jamais fait de ski de fond, tu vas jamais y arriver, qu'est-ce que tu... Sympa. Ouais. C'est les copains, ça? Oui, c'est des gens, c'est des gens en fait, mais qui disaient pas ça de manière malveillante. Hein. C'était vraiment des gens d'ailleurs qui voulaient mon bien, mais qui me donnaient des conseils. Ils disaient non, fais pas ça, tu peux pas y arriver. C'est dans 3 mois, tu sais pas faire de ski de fond. Et je me suis dit, il n'y a rien qui me limite et qui m'empêche d'apprendre le ski de fond. Donc, parce que ça donne encore plus envie quand on entend ça. C'est ça, ça donne envie. Et on m'a dit, mais fais le semi, mais pas le marathon entier, parce que de toute manière, tu vas jamais y arriver. Et puis il n'y a personne qui croit en toi. J'ai dit, mais moi je crois en moi, et puis je vais faire le marathon, tiens, tant qu'à faire. Et puis en fait, je me suis donné les moyens je me suis entraînée, je m'entraînais le soir parce que j'ai la chance d'avoir... j'ai pris des cours et puis il y a des pistes de ski de fond pas très loin de chez moi. Il y a une piste nocturne éclairée le soir, 2 jours par semaine. Et je suis allée m'entraîner comme ça le soir après le travail quand les enfants dorment. Et je me suis donnée à fond. J'ai rencontré, j'ai tissé des liens en fait avec des gens en me préparant à cette course. Et puis quand je suis arrivée à la course, j'ai été emportée par cette énergie qu'on a dans un départ où tout le monde est là prêt à... Il y a une énergie folle en fait, tous ces gens de nationalités différentes qui ont le même but, c'est prendre du plaisir à arriver jusqu'au bout et ça m'a vraiment j'ai vraiment accroché en fait avec les challenges. J'ai vraiment aussi souffert. J'ai souffert sur les 10 derniers kilomètres et ça a rendu l'effort encore beaucoup plus beau en fait. Encore plus gratifiant. Ouais, c'est ça. À la fin, je me rappelle, j'ai pleuré tellement j'étais heureuse d'être allée jusqu'au bout, de ne pas avoir écouté la douleur dans le dos ou les jambes et vraiment c'était super. Il y a eu ensuite un autre défi sur lequel il y avait un peu plus de course à pied. Est-ce que toi, tu t'es intégré à la course à pied aussi après ça, de plus en plus dans ton quotidien? Écoute, c'est après. Donc j'ai refait le marathon 3 fois d'Engadine. Et puis j'ai un jour, en fait, je suis tombée sur
un article dans une revue de presse d'un événement qui était organisé en Finlande, en Laponie. Et puis c'était le Finland Trophy. Et je me suis dit, mais waouh, ça a l'air fantastique ce challenge. C'est un événement de femmes pour en plus organisé autour d'une belle cause. C'est pour détecter ou la prévention du cancer du sein. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de le faire et il faut que je le fasse. Et il y avait de la course à pied. Il y avait du ski de fond, donc j'étais entraînée. Et il y avait du fat bike. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à m'entraîner à la course à pied. J'ai participé à des petites courses pour évoluer. Et je me suis inscrite en équipe avec des copines. Et je pensais pas. Il y avait beaucoup de grandes sportives en fait. Et je pensais pas. Laure Manodou par exemple, voilà. Parce qu'elle a eu une influence un peu sur oui, la suite, ce qui nous réunit aujourd'hui aussi. C'est ça, en fait, j'avais vu. Oui, c'est ça, Laure Manodou participait à cet événement. Et puis, du coup, je la suivais sur Instagram. Et j'ai vu qu'elle avait participé au marathon des sables, au half marathon des sables du Pérou. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert, que j'ai entendu parler du HMDS. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis inscrite. Et c'était un peu en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, une façon pour toi d'accomplir partiellement le rêve de ton papa aussi, en tout cas à ta façon aussi accomplir quelque chose d'approchant, même si c'est un format un peu plus court, mais c'est le même esprit en tout cas. Oui, voilà, en fait mon papa il avait ce rêve de faire le marathon des sables et il m'en a souvent parlé. Et puis malheureusement il n'a jamais pu le faire et du coup je me suis dit c'est aussi une bonne opportunité pour moi de faire la moitié de son rêve. Et puis et d'ailleurs en partant je lui ai dit tiens je vais t'emmener avec moi dans mon esprit pour vivre ce que tu aurais aimé vivre. Tu n'es pas venue seule, tu as mis en place un plan machiavélique pour convaincre les gens peut-être un peu, pas les premiers, le plus simple à convaincre en tout cas, de vivre cette aventure qui t'est si chère à tes côtés. Alors en fait, je trouve que ces événements, c'est tellement chouette à vivre à plusieurs. Et j'ai toujours voulu emmener mon mari sur des défis un petit peu comme ça. Et lui, il n'était pas très emballé à l'idée de faire ça. Il aime pas trop prendre de ce genre des risques, même si c'est pas des risques en s'entraînant, mais. Et du coup, je me suis dit pour que je l'emmène, il faut que j'emmène d'autres personnes avec nous et je vais parler avec son ami, son copain et lui qui est très sportif et je vais le convaincre de venir pour que lui ensuite par sa participation puisse convaincre mon mari de se joindre à nous. Et ça a marché. Et ça a marché. Et puis il est là, il est prêt, il est content, stressé mais content. Ouais, voilà. Et il va être heureux à l'issue de cette aventure, il va être sans aucun doute. Ouais. On s'est préparé ensemble à nos rythmes chacun pour cette course. Lui, il a progressé tellement. Et on a participé à des courses, à des trails pour se préparer pour le HMDS. Et on a vécu des émotions très fortes. On s'est surpassé, on a repoussé nos limites à chacun sur des trails comme l'Ultrax à Villars. Et vraiment, je me réjouis de faire cette course-ci pour de nouveau vivre des moments, partager des moments ensemble. Tu te sens dans des dispositions physiques et psychologiques idéales là, à l'approche de la course, à quelques heures du départ maintenant ? Écoute, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Après, moi, je suis pas une athlète, je suis pas une grande sportive, mais par contre, j'ai un mental mais d'acier. Mon mental, ça m'a toujours permis
de jamais lâcher et mon mental il est prêt, mais depuis pas mal de temps déjà je vais rien lâcher en fait. C'est juste le bonheur d'être sur la course, c'est ce qui nourrit mon mental aussi et qui fait que je suis une locomotive. Dans la course épique, il y a une question classique qui a un peu disparu ces derniers épisodes, mais qui s'appelle la basket chinoise, dans laquelle je demande à mon invité quel personnage fictif il serait. Donc là, j'ai une petite variante à te proposer aujourd'hui, avec des personnalités marquantes qui sont en lien avec le sable ou le désert. Dans la peau duquel de ces personnages, est-ce que tu imagines que tu vas vivre ton Half Marathon des Sables? Est-ce que tu es là en mode Mad Max, pas du tout là pour rigoler? Est-ce que tu es sereine et pleinement à ta main dans le désert, comme pourrait l'être Laurence d'Arabie? Est-ce que tu es en mode détente et reine de la déconne, comme pourrait l'être numéro bis, alias Jamel dans Astérix et Mission Cléopâtre? Ou est-ce que tu es plus un peu perdu ou tête en l'air, comme les Dupont dans Tintin au pays de l'or noir? Ce serait quel le personnage qui tirait le mieux? Écoute, j'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup déconner, mais je suis plutôt comme le personnage numéro 2. Ok, Laurence d'Arabie? Oui, c'est ça. Vraiment, pour moi, j'observe, je regarde et je m'imprègne de tout. Enfin, pour moi, c'est ça le bonheur et la joie, et je me sens tellement vivante comme ça. La question qui tue, le poids du sac, un gros sujet. Une espèce de barrière psychologique à 6-7 là. Ouais, toi t'es où? 7,3. Ok, et t'arrives à le fermer? Ouais, j'arrive à le fermer. Sans sauter dessus, marcher dessus et tout? Non, j'arrive à le fermer et tu vas rigoler, mais en fait, je savais pas trop comment optimiser le rangement de mon sac. Et j'ai vu qu'il y avait Lucas Papi qui était là. Et comme c'est lui il a toujours ce sac-quoi parce qu'il est ambassadeur de la marque, je suis allée lui demander des conseils pour comment ranger mon sac. Et du coup, il m'a donné rendez-vous demain. Le briefing spécial par Lucas Papi, la classe. Il m'a donné rendez-vous demain avec sa compagne pour faire un atelier rangement de sac. Ah, génial, sympa. Ouais, donc si tu veux venir... pourquoi pas? Ouais, juste pour comprendre comment c'est... Il va peut-être te faire jeter déjà 1,5 kg de trucs. Non, peut-être commencer par ça, non? Parce que je lui ai demandé comment ranger, enfin, comment fixer la poche de devant, enfin quoi mettre dans la poche de devant. Et puis moi j'avais prévu de mettre mon réchaud et en fait lui il m'a dit non, dans la poche de devant tu mets du consommable et dès que tu peux l'enlever, tu l'enlèves. Okay. Et moi j'avais pas du tout pensé à ça, donc demain on va faire un atelier rangement de sac avec Lucas Papi. Génial. C'est quoi la chose la plus étonnante que tu as pu mettre dans ton sac? Est-ce que tu as un petit plaisir coupable qui a trouvé sa place dedans? Alors, j'avais prévu de mettre... Quand on vient de Suisse, il y a quand même 2-3 idées possibles. Ouais, là. Mais en fait, j'avais prévu de mettre du jamón pata negra dans mon sac parce que j'adore ça et puis c'est salé, c'est du bon gras. Et je l'ai oublié à la maison. Oh non. Donc j'ai oublié à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je l'ai oublié à la maison, j'ai oublié. Et du coup, j'ai dit à mes parents qui sont restés à la maison, j'ai dit prenez le jamón et pensez à nous. Et je vais acheter du jambon sous vide à l'hôtel pour et mettre puis, à la place. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai mis d'autre de particulier dans mon sac? Une petite sucrerie, non? J'ai pas pris de chocolat parce que je me suis dit qu'il allait faire trop chaud alors qu'en fait, il fait moins 12. En fait il pleut. Et puis j'ai pris des petites lingettes parfumées parce que comme ça me permet de me sentir un peu propre et de sentir bon, ça booste mon mental, donc ça c'est mon petit... sympa pour ton mari. Voilà, c'est plus sympa pour mon mari quand je vais l'enlacer, l'étreindre, voilà, c'est ça, à l'arrivée. Le lyophilisé que tu as le plus hâte de manger? L'aligot. Ah ouais. L'aligot. J'ai pris aligot 2 fois, j'ai pris 2 plats d'aligot et 2 plats de hachis parmentier. En fait, j'ai pris que de la fécule de pommes de terre pour Il paraît que c'est mieux, c'est plus facile de réussir les pommes de terre que les pâtes ou du riz, ou c'est plus aléatoire un peu. Et j'ai fait un test. Crois. On a fait un test à la maison avec le réchaud et puis les produits lyophilisés. Et on a testé les pâtes et elles étaient un peu trop al dente à mon goût, donc je vais rester sur la valeur sûre de l'aligot et du hachis parmentier. Est-ce que tu as une source d'appréhension particulière à l'approche de la course? Est-ce qu'il y a quelque chose qui malgré tout t'occupe un tout petit peu l'esprit, même si on sent beaucoup de sérénité dans tes propos? Écoute, non, il n'y a rien qui me stresse. Peut-être oublier quelque chose
dans la chambre. Je suis un peu tête en l'air. Donc, La pâte à negra, c'est déjà oublié. Ouais, c'est voilà, bon. c'est ça. Ouais. En plus, quand je suis partie, j'ai dit à mon mari, mais j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je sais pas quoi. Et puis ça, c'était vraiment le produit qui me tenait à cœur. Et bon. Moi, j'ai pas oublié mon mari, donc ça, c'est... C'est déjà pas mal. C'est ça le plus beau. Si tu devais donner un conseil de toi-même à toi-même sur la course, qu'est-ce que tu te dirais là, comme encouragement ou autre d'ailleurs? Ouvre les yeux, profite, savoure. Et puis, ça c'est mon conseil, enjoy. Et puis, moi, j'ai choisi d'être là et j'ai choisi de repousser mes limites. Et donc, quand les moments où j'aurai mal, je me rappellerai ça, que j'ai choisi d'être là et que c'est pour le bien de l'esprit. J'ai une traditionnelle question dans ces formats en immersion, c'est une time capsule en fait, qu'on va figer là maintenant et puis qu'on va réécouter à l'issue de ta course. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu attends, ce que tu espères de ce Half Marathon des Sables, ce que tu t'attends à vivre? Puis on va voir dans quelques jours si c'est réellement ce qui s'est produit à la hauteur de ce que tu imaginais. Alors je m'attends à rencontrer des gens intéressants et je m'attends à nouer des liens parce que dans l'effort, en fait, on se retrouve aux mêmes allures que d'autres personnes et puis on noue des liens, on se soutient. Donc c'est ça que je m'attends à vivre, de solidarité, de la solidarité, des moments humains. Ouais, je crois que c'est le bon endroit pour ça, j'ai l'impression. Et puis beaucoup de rire aussi. J'espère qu'on va bien rigoler. Tu vas avoir pour partenaire d'épisode Major Mouvement et Marine L'Orphelin dans le désordre. Est-ce que tu auras un petit mot pour eux? Écoute, moi je leur souhaite tout plein de bonnes choses et c'est drôle que tu aies Major Mouvement dans ce podcast parce que en fait c'est grâce à la vidéo qu'avait fait Major Mouvement, sa vidéo du Half Marathon des Sables du Pérou, que j'ai réussi à convaincre mes amis et mon mari de venir et sa petite aventure où il est parti au bord de l'eau avant de partir. Il a perdu un peu de temps parce qu'il a marché au mauvais endroit. Ça nous a fait tellement rire et on s'est dit c'est chouette cette aventure, on va rigoler nous aussi. Donc je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. Heureux hasard de les recroiser ici. Oui, parce voilà. que j'imagine qu'on aura l'occasion de se croiser tous ensemble sur le parcours. Dernière question, tu fais quoi là juste maintenant? Je coupe le micro, qu'est-ce que tu fais juste après? C'est quoi le programme? Je vais aller boire un verre et tu peux nous accompagner si tu veux. Allez, c'est tentant. Puis on a 24 heures devant nous en plus, on peut se lâcher complètement. C'est ça. Merci beaucoup Hélène, ravie de te suivre en tout cas sur cette belle aventure, elle le sera j'en suis sûr. Et merci Guillaume, merci à toi. Nous sommes donc lundi matin, c'était normalement le jour du départ de la course qui a été décalé donc pour des raisons de météo très défavorables, donc le départ sera donné demain mardi. Là il est 10h du matin, je me dirige vers le gymnase où je vais retrouver Hélène, que je vais suivre donc pendant cet épisode, et qui a rendez-vous avec Lucas Papy qui va lui faire une petite formation pour réaliser le sac de course parfait. Donc ça m'intéresse de savoir comment il va lui présenter tout ça parce que moi je considère que mon sac n'est pas du tout parfait et donc il y a des petites optimisations à faire. Donc voilà, je pense que ça va être super intéressant de suivre Lucas qui nous explique les grandes lignes de la réalisation de ce sac parfait de course. Donc j'ai hâte de le retrouver, de voir comment il va nous raconter tout ça. Bonjour. Bonjour Lucas, ça va? On avait échangé, je suis Guillaume de Course Épique, je sais pas si tu te souviens, il y a 1 an et demi. Enchanté, bonjour. Je peux me joindre à vous écouter parce que ça m'intéresse éventuellement pour le podcast, pour utiliser des choses et puis pour moi optimiser mon sac. Moi, cool. J'ai des pieds très humides. Ouais. Donc quand je mets de la note, ça empêche bien l'humidité de s'en aller. Et donc mes pieds ils macèrent. Moi je mets des trucs type crème asséchante. C'est l'inverse de la note. Ah ouais, d'accord. La note elle est bien en préparation. Ok. Comme le tanneau, du jus de citron, hein, tout simplement. T'as pas besoin d'autre chose. Hein. Ouais. C'était quoi le truc pour les coussinets aussi? Ah oui, tu fais comme Sébastien Cheillon. Tu mets du durcipat. Tu vas chez l'animalerie, tu prends du durcipat.
C'est des trucs pour les coussinets des chiens. Ah ouais? Oui, non, mais une fois par an. C'est pour l'hiver. Et ça fait de la corne C'est pour, non pas vraiment pour l'hiver, c'est pour endurcir les coussinets des chiens pour, quand ils mangent beaucoup sur le bitume. Je mets ça, c'est nickel. Avant la course, il faut alterner jus de citron. Moi, j'avais entendu genre jus de citron le soir et le matin, un truc plus hydratant, c'est ça pour la journée? C'est ça. Ok. C'est ça. Et ça, c'est avant la course? Ça, c'est avant la course. Et après, et pendant? Donc, ce que tu disais, il faut assécher. Après, ça dépend de tes pieds. Il y en a beaucoup qui mettent de la noix autour. Après, je sais pas. Moi, j'ai pas d'ampoule, je mets rien. Tu mets jamais rien du tout? T'as jamais eu d'ampoule? Non. Après, les pieds, ils sont faits. Ouais. Normalement, les pieds sont faits, d'accord. Mais il faut avoir une corne un peu souple, c'est ça l'idéal, non? Qu'elle soit pas trop sèche et trop dure, non? C'est pas ça? Après, il faut aussi travailler, c'est-à-dire que des fois, t'as des... Et du rayon sur les côtés, les machins, il faut les scalper quoi. Ok. Je dis au rasoir des fois quand il y a des choses qui dépassent. Parce que c'est ce qui dépasse en fait qui va frotter sur la chaussure qui va faire des ampoules. Ouais. Moi, souvent, il y a ça qui se forme des parties un peu plus épaisses. Moi j'ai ça là aussi. Donc souvent, je prends, voilà, je suis le podologue. Le podologue, il sert à ça aussi. Ah oui. Ouais. Non, mais il faut aller au podologue et puis faire traiter les pieds, faire les pieds. Il faut un bon podologue parce que les podologues qui ne s'y connaissent pas en sport, ils vont te faire une bonne pédicure pour avoir des beaux pieds, sauf qu'ils en enlèvent tellement que ton pied après, Il est à poil. voilà. Mais il faut un bon podologue qui retire pas tout. C'est ça, qui retire le surplus. Tout ce qui, là où ça te fait l'échauffement, c'est que tu as peut-être un peu trop de peau ou quoi, donc des fois tu as de la corne qui est épaisse et du coup c'est ça qui frotte. C'est dommage. Donc c'est frottement et humidité, les deux gros problèmes, c'est ça, principaux? C'est ça, après ça dépend des gens, mais oui. Moi j'avais échangé avec quelqu'un qui avait fait le marathon des sables qui me disait que lui à chaque checkpoint il enlevait ses chaussures même pour 10 minutes juste pour assécher. Même si, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, si vous arrêtez un peu. Ça fait perdre du temps, mais juste dès que tu t'arrêtes 10 minutes tu t'enlèves tout quoi. Même si tu ne retires pas tes chaussettes, mais ne serait-ce que... Juste enlever les chaussettes. Ouais. Okay. Mais tu risques pas de te mettre du sable dans les... Des sables, il y en aura. Ouais, t'en auras un peu. Ça, voilà, après il ne faut pas qu'il y en ait trop. Mais un peu de sable, c'est pas gênant. Un peu de sable, ça va sécher les pieds en fait. Là où j'ai eu les pieds en meilleur état, c'était à la Neufenstein à Paris, c'était de la terre battue. Et ça avait filtré dans la chaussure, ça m'avait séché les pieds, ça fait comme du talc. J'avais eu des ampoules, je ne m'en étais même pas rendu compte parce que ça me les avait séchés. Après, quand tu as trop de sable, effectivement, du coup, ça te remplit la chaussure. Et là c'est problématique parce que du coup, ton pied il n'a plus sa place. C'est là où il va faire les ampoules, c'est là où tu vas être mal. Mais sinon, les guêtres, ça n'empêche pas tout le sable de rentrer. Ça n'empêche pas mal. Si elles sont bien posées, normalement, tu n'auras quasiment pas de sable. Enfin, tu auras toujours un petit peu, mais c'est vraiment minime. Les guêtres, par contre, ça a le désavantage, c'est pour ça qu'il faut jouer avec. C'est des guêtres c'est des guêtres qui s'ouvrent. Hein. Donc c'est de les ouvrir dès qu'on n'est pas dans le sable. Faire respirer les pieds. Parce que les gros désavantages, si tu gardes les guêtres du début à la fin, c'est que tes pieds ils macèrent dedans. C'est que là, ça fait vraiment utile parce que les guêtres, si elles sont bien posées, elles sont posées par-dessus le mèche pour pas que les sables filtrent par le mèche parce que c'est du sable qui passe dans le mèche. Au MDS encore, ça a une raison. Ça a une raison parce que, tiens, je file la poche. La raison au MDS, c'est que là tu mets une bouteille. Le MDS, au ravito, au checkpoint, il te donne, ça marche par 1,5 litre, mais c'est des bouteilles d'1,5 litre. Okay. Donc tu arrives au checkpoint, tu te rinces avec la bouteille qui te reste, tu la jettes, tu prends la bouteille, tu répares, tu t'arrêtes même pas. Okay. Donc ça c'est le MDS. Ici c'est dans des pichets. Donc, oui, ça c'est pour une bouteille d'eau. C'est pour une bouteille d'eau, c'est 3 litres d'eau, ça fait 1,5 litre là et 1,5 litre sur le devant. Mais là, je dis franchement ça, vous allez voir, hein, ça va vous chauffer. Hein. Ça va vous tenir chaud. Hein. Ouais. Ça, plus vite il est vide et mieux c'est. Hein. Ouais. On l'a presque à poil. C'est incroyable. Optimisation. Ah ouais, il fait combien ton sac? Je sais pas parce qu'on n'a pas Quelqu'un il balance? Moi j'ai, si tu ne pas sur moi, mais je pourrais te l'amener tout à l'heure. Si tu peux, parce qu'on doit peser le matos médical en fait. C'est ça, en même temps, le truc avec un crochet, etc. Oui, n'importe. Tu me diras tout à l'heure, je te donnerai ça. Super. Comme ça, je peux dire au doc combien ça pèse. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Ça va rien. À tout à l'heure. Bonne journée. Et je t'appelle là pour le pèse. Ok. Super. Bonne journée. À bientôt. Salut. Merci. Salut Hélène. Bye bye.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Course épique. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir la suite des aventures de mes invités qui ont forcément vécu une course épique, vous vous en doutez. Ciao!